Les mages de l'autre monde n'auraient jamais pu imaginer que la femme qu'ils avaient rejetée comme inutile était en réalité une puissance logistique aux capacités frôlant le divin. Tandis que les aventuriers ordinaires peinent à traverser des étendues sauvages infestées de monstres, le ventre vide et sans endroit sûr où dormir, elle peut tranquillement invoquer un camping-car de luxe entièrement équipé, pourvu de nourriture, d'eau et d'électricité à l'infini. Il supposait qu'une femme abandonnée seule dans la forêt deviendrait rapidement la proie des monstres. Au lieu de cela, elle transforme la survie en un agréable séjour en camping, et il ne lui faut qu'un seul poisson grillé pour recruter un bel aventurier comme garde du corps personnel. Notre histoire suit Takanashi Rin, une femme d'une vingtaine d'années passionnée de camping, de cuisine en plein air et de jeux de rôle sur table. Lors de ce qui aurait dû être un autre voyage paisible, Rin installe son campement au bord d'un lac, allume son réchaud et lance sa ligne de pêche. Sa canne à pêche se courbe soudain si violemment qu'elle manque de se briser. Convaincu d'avoir attrapé le plus gros poisson de sa vie, Rin tire de toutes ses forces. Malheureusement, aucun poisson n'apparaît. À la place, un jeune homme aux cheveux blancs et aux cornes rouges jaillit de l'eau en volant. Rin fixe avec incrédulité l'étranger trempé qu'elle a mystérieusement pêché à côté de son campement. Attraper un bel homme au lieu du déjeuner est certainement inattendu, mais elle a quand même le réflexe de vérifier s'il est en vie. Après avoir confirmé qu'il respire, elle le traîne jusqu'à un endroit sûr et le laisse se reposer. Puis, l'urgence semblant sous contrôle, elle retourne aux brochettes de saumon au lait qui dégagent déjà un arôme irrésistible sur le grill. L'odeur du poisson grillé est suffisamment puissante pour ramener l'étranger à la conscience. Il se réveille au moment même où Rin mord dans un morceau de saumon riche et tendre, parfaitement assaisonné. Remarquant la faim désespérée dans ses yeux, elle lui offre une brochette sans hésitation. Au début, l'homme l'accepte avec une gêne visible. Après sa première bouchée, cependant, toute retenue disparaît. Une brochette devient 2, puis 3, tandis que Rin continue de griller et lui verse du thé d'orge pour équilibrer la saveur riche. À la fin du repas, l'homme qui a failli se noyer a fait une guérison miraculeuse, et les assiettes vides révèlent à quel point il a dû rester longtemps sans nourriture convenable. Une fois qu'il s'est suffisamment remis pour parler, les deux se présentent enfin. L'homme s'appelle Vil, un aventurier de la ville d'Elraj. Lors d'une mission en solo, il avait retiré ses vêtements et était entré dans un cours d'eau, mais un petit monstre avait pillé ses affaires et dévoré chaque morceau de nourriture qu'il avait emporté. Son équipement était resté intact, mais la faim l'avait finalement poussé à prendre une décision imprudente. Il avait glissé dans la rivière et avait été emporté par le courant jusqu'à atteindre la ligne de pêche de Rin. Heureusement, sa race possède un corps d'une résistance inhabituelle, ce qui est la seule raison pour laquelle il a survécu au voyage violent sans être gravement blessé. Même s'il doit beaucoup à Rin pour l'avoir sauvé et nourri, Vil l'avertit gentiment de ne pas faire confiance à tous les étrangers qu'elle trouve dans la nature. Une femme voyageant seule ne devrait pas secourir un homme inconnu et immédiatement l'inviter à dîner sans prendre aucune précaution. Rin admet que son conseil est sensé, mais sa compétence stratégie de survie ne l'a jamais averti que Vil était dangereux. Plus important encore, même épuisé, il avait remarqué que ses vêtements étaient mouillés et s'était inquiété de son état. Ce petit geste d'attention avait suffi à convaincre Rin qu'il n'était pas quelqu'un ayant de mauvaises intentions. Pour Vil, la magie qu'il démontre nonchalamment n'a rien d'inhabituel. Rin, en revanche, réagit avec un enthousiasme si débordant qu'elle saute pratiquement en l'air. Son excitation lui fait comprendre qu'elle n'a presque aucune connaissance de la magie. Rin ne voit aucune raison de cacher la vérité et admet ouvertement qu'elle vient d'un autre monde, un monde où les gens ne peuvent pas produire des capacités surnaturelles d'un simple geste de la main. Rin demande alors si Vil a déjà entendu parler d'un rituel connu sous le nom d'invocation de la Sainte. Elle explique qu'elle profitait d'un voyage de camping ordinaire, quand le sol s'est soudainement effondré sous ses pieds. Quand elle a repris conscience, elle avait été entraînée dans une salle de cérémonie inconnue remplie de silhouettes mystérieuses en robe. Une lycéenne avait également été invoquée en même temps qu'elle. Un noble blond avait immédiatement accueilli la plus jeune fille comme la sainte, la louant comme si elle était la réponse à tous les problèmes du royaume. Rin, pendant ce temps, n'avait reçu que des regards méfiants et déçus. Après avoir examiné les capacités de Rin, les mages avaient déclaré que ses compétences étaient complètement inutiles. Sans offrir d'explication, de compensation, ni même de simples indications, l'un d'eux avait activé un autre cercle magique et l'avait expulsé de la salle. Quand Rin avait repris connaissance, elle s'était retrouvée abandonnée au bord d'un lac au milieu d'une forêt inconnue. Les invocateurs avaient arraché 2 personnes innocentes à leur monde, gardé celle qu'ils voulaient, et jeté l'autre comme un bagage indésirable. Vil est furieux pour Rin, mais quelque chose d'autre le confond encore plus. Elle avait été arrachée à son foyer, rejetée par des étrangers, et abandonnée dans une nature sauvage et dangereuse. La plupart des gens seraient terrifiés ou émotionnellement brisés, pourtant Rin paraît étonnamment calme. L'explication réside dans sa compétence stratégie de survie. Elle aide automatiquement son corps et son esprit à s'adapter aux environnements inconnus,
fournit des connaissances essentielles de survie, et l'avertit chaque fois qu'un danger est proche. C'est une capacité incroyablement puissante, bien qu'il y ait quelque chose de presque tragique dans une compétence qui rend l'abandon plus facile à supporter. Grâce à stratégie de survie, Rin a maintenu sa stabilité émotionnelle, et construit un campement confortable entièrement par elle-même. Les yeux de Vil s'illuminent en écoutant. N'importe quel aventurier voudrait désespérément une capacité qui améliore la conscience de l'environnement, les connaissances de survie et l'adaptabilité. D'une manière ou d'une autre, les invocateurs avaient regardé l'une des compétences d'exploration les plus précieuses imaginables, et l'avaient qualifiée de sans valeur. Rin est sur le point de révéler sa deuxième capacité quand l'estomac de Vil gronde assez fort pour interrompre la conversation. Les deux conviennent que les explications peuvent attendre. Le dîner est maintenant la plus haute priorité. Maintenant qu'une certaine confiance s'est formée entre eux, Rin décide de révéler son plus grand secret. Elle se dirige vers un espace ouvert et établit discrètement l'autorisation d'accès de Vil. Un instant plus tard, un énorme camping-car de luxe apparaît devant eux. Rin l'appelle affectueusement Mo-chan. Elle explique qu'il fonctionne à la fois comme un petit grand magasin et un hôtel mobile, et que seules les personnes personnellement autorisées par elle peuvent le toucher ou y entrer. Après avoir reçu la permission, Vil entre et est immédiatement submergé par l'immense intérieur. Le véhicule contient un espace repas, des lits, une salle de bain, une cuisine entièrement équipée, et même un réfrigérateur. Rin explique que Mo-chan utilise quelque chose de similaire à la magie spatiale, permettant à l'intérieur et à la capacité de stockage d'être bien plus grand que l'extérieur ne le suggère. La nourriture et les fournitures essentielles se réapprovisionnent automatiquement en absorbant le mana de l'atmosphère environnante. L'eau propre est produite par le même processus, tandis que les déchets sont décomposés et reconvertis en mana. Ce n'est pas simplement un camping-car. C'est un système de recyclage entièrement autonome. Vil peut à peine comprendre comment les invocateurs ont réussi à classer une telle capacité comme inutile. Mo-chan est une forteresse mobile avec un stockage énorme, un abri permanent, de l'eau propre et un approvisionnement alimentaire se renouvelant sans fin. Utilisé correctement, Rin pourrait soutenir une division militaire entière. La seule limitation est que Mo-chan ne peut être invoqué qu'en extérieur. Puisque Rin avait été examiné à l'intérieur d'une salle de rituel exigu, les mages n'ont probablement jamais vu la véritable forme de la capacité qu'ils avaient rejetée. Pendant que Rin prépare le dîner, Vil se porte volontaire pour patrouiller les environs. Il revient sans mauvaise nouvelle, et lui apporte un énorme morceau de filet d'almirage en cadeau. Rin le reconnaît comme de la viande d'un monstre ressemblant à un lapin cornu. Vil l'offre comme un petit remboursement pour le repas qui lui avait sauvé la vie plus tôt dans la journée. Rin range joyeusement la viande, et l'invite à s'asseoir pour dîner. Le dîner se compose de risotto fumant, et de carpaccio de poisson finement tranché. Le riz tendre absorbe la riche saveur du lait, tandis que le poisson frais reste doux et délicat sans aucune odeur désagréable. L'huile d'olive et les herbes complètent l'ensemble du plat. Quand Vil baisse la tête et mange en silence, Rin s'inquiète que les saveurs inhabituelles ne lui conviennent pas. Puis il lève les yeux, et fait l'éloge de la nourriture avec une sincérité totale. Il admet n'avoir jamais rien mangé d'aussi délicieux en campant dans la nature. Après une pause respectueuse, il demande discrètement un deuxième bol. Rin insiste modestement qu'elle est simplement quelqu'un qui aime cuisiner. Même les brochettes de saumon au lait du déjeuner étaient, selon elle, un repas de plein air ordinaire. Vil n'est pas d'accord. Beaucoup de gens savent cuisiner des ingrédients simples, mais très peu peuvent les transformer en nourriture aussi mémorable. Une fois qu'ils ont mangé à satiété, ils demandent ce que Rin a l'intention de faire ensuite. Elle admet ne pas avoir la moindre idée de comment rentrer chez elle. Cependant, elle n'a guère envie de passer chaque jour consumée par la colère. En attendant de trouver un moyen de rentrer, elle prévoit d'utiliser ses deux compétences pour voyager, camper et découvrir ce nouveau monde. Vil signale immédiatement plusieurs problèmes avec ce plan. Mo-chan peut résoudre la nourriture et l'abri, mais vivre près de la civilisation nécessite de l'argent, un emploi, des documents d'identité et la connaissance des lois locales. Vil lui fait donc une offre pratique, elle peut rejoindre son groupe d'aventuriers comme cuisinière et spécialiste logistique. Mo-chan s'occupera des fournitures et du transport, tandis que le groupe l'aidera à gagner de l'argent, à établir une identité et à entrer en sécurité dans la société. Selon Vil, les aventuriers passent leur vie à marcher sous le mauvais temps, à traverser des terrains dangereux et à mener des batailles épuisantes. Un repas chaud et délicieux peut restaurer le moral mieux que presque tout. Malheureusement, chaque membre de son groupe est une catastrophe en cuisine. Recruter Rin serait comme recevoir une réponse à leurs prières. Plus important encore, Vil souhaite sincèrement lui rendre sa gentillesse. Il admet maladroitement qu'il ne peut pas promettre que chaque voyage sera sûr ou confortable, mais il jure que lui et ses compagnons la protégeront de toutes leurs forces. Rin aime ce qu'elle entend. Cette nuit-là, elle se pelotonne sous les couvertures chaudes à l'intérieur de Mo-chan et regarde deux lunes inconnues suspendues au-delà de la fenêtre. En une seule journée, elle a connu la confusion, le rejet,
la solitude et une gentillesse inattendue. Elle a été kidnappée de son monde et jetée par des gens qui ne voyaient aucune valeur en elle. Pourtant, elle a aussi sauvé par hasard un aventurier bienveillant qui veut maintenant la soutenir. Quand elle considère tout ce qui s'est passé, l'étrange connexion entre eux ressemble presque au destin. Le lendemain matin, Rin accepte l'offre avec enthousiasme et devient officiellement la cuisinière et spécialiste logistique exclusive du groupe de ville. Les deux célèbrent avec un joyeux high-five avant de se préparer à partir pour Elrage. Avant de partir, Rin cueille davantage de légumes sauvages qu'elle avait utilisés dans le risotto de la veille. Vil panique quand il remarque une plante vénéneuse presque identique poussant à proximité. Même lui ne peut pas distinguer de manière fiable les deux, et manger la mauvaise pourrait être fatal. Rin le rassure calmement en expliquant que sa compétence stratégie de survie a déjà confirmé quelles plantes sont sûres. La capacité d'identifier les ingrédients comestibles avec une précision totale est une preuve supplémentaire qu'elle a été pratiquement conçue pour gérer les approvisionnements. En marchant, Rin demande des informations sur les compagnons qu'elle va bientôt rencontrer. Vil explique que leur groupe s'appelle le Banquet des Gourmands et compte 4 membres. Ed est un alchimiste, tandis que sa femme, Arya, contrôle la soie d'araignée magique. Le dernier membre est Sénon, un prêtre elfais. Au moment où Rin entend le mot elfais, son amour de la fantaisie sur table revient en force. Elle imagine immédiatement une jeune femme gracieuse et belle, avec une présence élégante. Vil détruit le fantasme en l'informant nonchalamment que Sénon est un homme. Un peu plus tard, Stratégie de survie détecte un groupe de baies comestibles et sûres. Rin se dirige avec empressement vers elle, et devient si concentrée par la découverte qu'elle oublie d'examiner ses environs. Vil crie soudain un avertissement. Une volée d'oiseaux fantômes noirs plonge vers eux d'en haut. Les baies sont parfaitement sûres à manger, mais le buisson pousse directement sous un nid de monstres. Vil réagit instantanément, tirant Rin hors de l'attaque et abattant les oiseaux avant qu'ils ne puissent lui laisser la moindre égratignure. Rin s'excuse à plusieurs reprises de s'être trop appuyée sur sa compétence et d'avoir oublié de rester vigilante. Vil ne la blâme pas. Il la rassure gentiment en lui disant qu'elle n'a plus à affronter chaque danger par elle-même. Désormais, il sera là pour la protéger. Dans ces circonstances, il est difficile pour Rin de ne pas le voir entouré de la lumière radieuse d'un héros de fantaisie. Ensuite, Vil explique que les monstres vaincus laissent parfois derrière eux des matériaux utiles, y compris de la viande comestible. Rin comprend enfin que le filet d'almirage de la veille provenait du même processus. Ses capacités sont peut-être extraordinaires, mais ses connaissances pratiques de ce monde restent proches de zéro. Voyager avec des aventuriers expérimentés l'aidera à combler les lacunes que stratégie de survie ne peut pas couvrir. Ils montent dans Mochan et commencent à rouler vers Elrage. Au début, Vil doute qu'un véhicule à roues de cette taille puisse bouger. Quand il accélère plus vite que n'importe quelle calèche tirée par des chevaux qu'il a jamais vus, il devient complètement silencieux. Un voyage qui nécessite normalement 3 jours à pied est réduit à moins de 3 heures. Mochan possède également une fonction de dissimulation limitée qui l'empêche d'attirer trop l'attention. Cependant, à mesure qu'ils approchent du territoire peuplé, Vil recommande d'emprunter une route de montagne où moins de gens sont susceptibles de les voir. Même sur un terrain forestier accidenté, l'intérieur de Mochan reste aussi lisse et confortable que si le véhicule flottait. Plus Vil fait l'expérience des capacités de Rin, plus elles deviennent incroyables. Il l'avertit de garder Mochan secret du plus grand nombre de personnes possible. Quelque chose d'aussi précieux pourrait facilement attirer de puissants ennemis. Rin est d'accord, mais avant que la conversation ne puisse continuer, Stratégie de survie déclenche soudainement un avertissement de danger urgent. L'avertissement pointe directement vers un massif ours de flammes se tenant sur la route devant eux. Du feu brûle continuellement sur sa fourrure, et Vil est choqué car cette espèce ne devrait normalement pas apparaître n'importe où près de la région. 3 aventuriers le combattent déjà. Arya lance une immense toile de soie d'araignée autour du cou de la créature, mais les flammes brûlent les fils presque immédiatement. Elle se frappe le front, réalisant un peu tard qu'utiliser des entraves inflammables contre un monstre de feu n'était pas sa meilleure décision tactique. Ed voit Arya perdre du terrain et panique immédiatement, supposant que sa femme a été blessée. Ce nom lui rappelle calmement que seule la soie brûle, et qu'Arya elle-même est complètement indemne. La combinaison familière de personnalités permet à Rin de les reconnaître immédiatement. Ce doivent être les 3 autres membres du Banquet des Gourmands. Tout le groupe s'est enfin rassemblé, bien que leur première rencontre ait lieu au milieu d'un combat contre un monstre qui s'est égaré bien en dehors de son territoire normal. Vil dit à Rin de rester en sécurité à l'intérieur de Mochan. Il est confiant que ses compagnons ne seront pas vaincus par un seul ours de flamme. Après cet avertissement, il attrape son épée, quitte le véhicule et rejoint Ed, Arya et Sénon. Rin vient tout juste d'accepter son nouveau travail, et elle bénéficie déjà d'une place au premier rang pour regarder ses futurs coéquipiers démontrer leurs capacités. Au moment où Vil émerge de Mochan, Ed, Arya et Sénon lèvent nonchalamment la main pour le saluer comme si l'énorme ours en feu n'était qu'un visiteur impatient. Sénon remarque que Vil a terminé le recrutement plus vite que prévu. Ed, pendant ce temps,
se plaint que son rêve de profiter d'aventures privées seul avec sa femme bien-aimée a déjà été détruit. Vil se frotte le visage et demande à tout le monde de reporter la conversation après la défaite du monstre. À l'intérieur du véhicule, Rin se blottit derrière le pare-brise avec les yeux brillants. Pour elle, c'est le premier vrai combat qu'elle voit dans un autre monde, et la vue est meilleure que l'expérience de film d'action la plus chère imaginable. Ed ouvre le combat avec de la magie de glace, produisant d'énormes blocs de matière gelée pour arrêter les attaques de l'ours de flamme. La créature riposte en lançant un arbre entier vers lui. Arya réagit rapidement, attrapant le tronc avec sa soie d'araignée avant que son mari ne soit écrasé. Plutôt que d'être effrayé après avoir failli être tué, Ed déclare joyeusement qu'être sauvé par sa femme ne fait que renforcer son amour pour elle. Ce nom lui tapote le front et rappelle au mari et à la femme que l'ours se tient toujours directement devant eux. Vil décide de mettre fin au combat avant que la conversation ne devienne encore plus embarrassante. Il dégaine son épée et charge directement vers l'ours de flamme. La créature massive a à peine le temps de comprendre ce qui se passe, avant qu'une ligne brillante ne traverse son corps. D'un seul coup décisif, Vil tue le monstre et laisse derrière lui une collection de matériaux utiles. Depuis l'intérieur de Mo-chan, Rin appuie son menton dans ses mains et le fixe avec une admiration ouverte. Au moment où le groupe commence à se détendre, Ed remarque une petite égratignure sur la main d'Arya. Il panique immédiatement, appelle désespérément ce nom, et exige une guérison d'urgence tout en insistant à plusieurs reprises, pour qu'aucune cicatrice ne soit autorisée à rester sur sa femme. Arya explique que la marque est une vieille blessure causée par une course dans la forêt, et n'a rien à voir avec l'ours de flamme. Ce nom remarque calmement qu'une si petite égratignure n'a guère d'importance. Ed rougit d'embarras, mais continue de tenir la main d'Arya comme si elle venait de revenir du seuil de la mort. Une fois que tout le monde est confirmé indemne, Vil demande pourquoi les trois se promenaient dans une zone normalement utilisée par des aventuriers inexpérimentés. Arya explique qu'ils avaient prévu seulement un voyage décontracté pour collecter quelques ingrédients. Au lieu de cela, ils ont trouvé un groupe de débutants submergés par l'ours de flamme et sont intervenus pour les sauver. Un monstre de haut niveau, apparaissant dans une zone de débutants est loin d'être normal. Ils devront signaler l'incident à la guilde des aventuriers et enquêter sur les raisons de sa présence si loin de son habitat naturel. Le combat terminé, Vil retourne à Mo-chan et invite Rin à sortir pour rencontrer tout le monde. Au moment où elle apparaît, elle commence à décrire avec enthousiasme à quel point le combat était impressionnant. Elle fait l'éloge de la magie de glace d'Ed, de la soie d'araignée d'Arya, et de l'attaque finale décisive de Vil avec suffisamment d'enthousiasme pour que les trois se sentent comme des héros légendaires. Ran est peut-être une nouvelle venue, mais elle comprend déjà la valeur de complimenter ses futurs collègues. Vil présente formellement Rin comme la nouvelle spécialiste logistique et cuisinière dont le groupe a désespérément eu besoin. Au moment où Ed, Arya et Sénon entendent le mot cuisine, leurs yeux brillent avec une intensité presque surnaturelle. Arya s'avance immédiatement, saisit les deux mains de Rin et demande si sa nourriture est vraiment aussi bonne que Vil le prétend. Quand Rin demande timidement ce qu'elle devrait cuisiner pour son introduction, tous les trois répondent presque en même temps, de la viande. Réalisant que la nourriture sera le moyen le plus rapide de faire ses preuves, Rin décide de préparer la viande d'oiseau fantôme collectée plus tôt. Stratégie de survie confirme qu'elle est sûre et fonctionne particulièrement bien avec une sauce fortement assaisonnée. Rin choisit immédiatement de faire des brochettes grillées sucrées salées de style teriyaki. Rin se dirige dans Mo-chan pour récupérer son équipement de cuisine. Malheureusement, les trois nouveaux compagnons n'ont pas encore reçu la permission d'accès. De leur point de vue, Rin marche au milieu d'un champ vide et disparaît soudainement sans explication. À l'intérieur, elle tranche rapidement la viande d'oiseau fantôme en petits morceaux, mélange sauce soja, sucre et assaisonnement en un glaçage, puis fait mariner la viande et l'enfile soigneusement sur des brochettes de bambou. Vil lui demande si elle utilisait de la magie d'invisibilité simplement pour collecter des ustensiles de cuisine. C'est seulement alors que Rin se souvient qu'elle n'a jamais accordé aux autres la permission de voir Mo-chan. Elle commence à corriger l'erreur, mais Vil lui dit de laisser les choses en l'état encore un peu. Regarder les autres devenir de plus en plus confus est bien trop divertissant. Les brochettes commencent à grésiller au moment où elles touchent le grill. La sauce caramélise sur la viande, libérant un arôme qui se répand dans toute la zone. Rin retourne soigneusement chaque brochette tout en s'inquiétant que les saveurs de son monde soient trop inhabituelles pour les goûts locaux. Arya se porte volontaire pour essayer le premier morceau. Au moment où elle mord dans la viande richement assaisonnée, ses yeux s'illuminent. Ed, Sénon et Vil suivent immédiatement son exemple. Le premier lot disparaît avant même d'avoir eu le temps de refroidir. Vil loue l'équilibre entre le sucré et le salé. Ed ne peut pas croire que de la simple viande de monstre puisse devenir quelque chose digne d'une célébration après être passé entre les mains de Rin. Sénon mange avec tout autant d'enthousiasme que les autres. Rin avait imaginé qu'un elfe pourrait survivre de feuilles, de fruits et d'air pur de la forêt. La vitesse à laquelle Sénon détruit les brochettes corrige immédiatement cette idée fausse. Arya embrasse immédiatement Rin et déclare que désormais,
Chaque jour de sa vie sera passé à attendre l'heure du repas. Sénon maintient son expression digne tout en confiant calmement l'avenir de son estomac à Rin. Vil remet formellement la responsabilité des approvisionnements et de la cuisine du groupe à leur nouvelle recrue. Rin s'incline et promet de travailler dur, tout en demandant poliment à chacun d'être patient pendant qu'elle s'adapte au travail. Après que tout le monde a mangé, Rin accorde enfin à Ed, Arya et Sénon l'accès à Mo-chan. Le camping-car auparavant invisible apparaît soudainement devant eux, laissant les trois complètement sans voix. Quand ils entrent et découvrent un intérieur bien plus grand que l'extérieur, leurs expressions deviennent un parfait mélange de confusion et d'émerveillement. Le groupe monte dans Mo-chan et continue vers Elraj. Le véhicule roule plus vite qu'une calèche de course, mais l'intérieur reste parfaitement stable. Ed, Arya et Sénon se pressent contre les fenêtres, regardant le paysage défiler tout en débattant de la façon dont le véhicule pourrait possiblement fonctionner. Ils suggèrent des combinaisons de magie spatiale, de mouvement, de protection et d'énergie avancée. Plus ils en discutent, plus ils deviennent confus. Mo-chan fonctionne bien au-delà du système magique compris par les habitants de ce monde. Voyant leur excitation, Rin demande discrètement à Vil si le véhicule devrait être traité comme un secret soigneusement gardé. Vil accepte sans hésitation. Une base mobile capable de fournir le transport, l'abri, la nourriture, l'eau et le stockage deviendrait la cible de nobles, de marchands, d'armées et de criminels. Si des personnes puissantes découvraient tout ce que Mo-chan peut faire, elles pourraient déclencher un conflit international simplement pour le posséder. Protéger le secret revient donc à protéger la vie de Rin. Vil s'excuse ensuite maladroitement d'avoir déjà transmis certaines informations sur Rin à la guilde des aventuriers. Une invocation depuis un autre monde peut impliquer des questions de sécurité nationale, il ne pouvait donc pas raisonnablement tout garder caché. Rin n'est pas en colère. Elle comprend qu'elle a besoin d'une identification légale, de revenus, d'informations sur ce monde, et de tout indice possible qui pourrait l'aider à rentrer chez elle. Rester complètement caché ne ferait qu'empêcher la guilde d'offrir son aide. Pendant le trajet, Vil explique qu'Elraj appartient à une grande nation insulaire entourée par la mer. Le pays a été fondé par des gens qui rejetaient la guerre et cherchaient un endroit où différentes races pourraient vivre en paix. Humains, elfes, nains et peuples bêtes ont traversé l'océan ensemble et construit la nation au fil des générations. Parce que la coexistence fait partie de son histoire, une habitante d'un autre monde inexpérimentée comme Rin est bien plus susceptible d'y être accueillie que crainte ou rejetée. Cependant, Vil prévient que le reste du monde n'est pas toujours aussi accueillant. La nation insulaire commerce ouvertement avec les puissances étrangères mais reste prudente envers les royaumes qui suivent encore des traditions féodales rigides. Elraj est également un centre majeur de commerce international, avec des navires, des marchands et des informations arrivant constamment. Si quelqu'un a entendu des rumeurs récentes sur l'invocation de la Sainte, la guilde des aventuriers d'Elraj est l'un des meilleurs endroits pour enquêter. Tandis que Vil discute de politique internationale et de sécurité nationale, l'attention de Rin dérive immédiatement vers les marchés de poissons frais et l'énorme sélection de fruits de mer qu'elle s'attend à trouver dans une ville côtière. Vil rit et l'informe qu'Elraj est presque aussi grande que la capitale royale. Pour Rin, cela ne signifie apparemment qu'une chose. Un nombre encore plus grand d'ingrédients à explorer. Près d'Elraj, Rin éloigne Mo-chan de la route principale et le range dans son espace de stockage avant que quiconque ne le remarque. Le groupe entre dans la ville à pied. Rin regarde partout à la fois, fasciné par les bâtiments, les canaux, les marchés et les nombreuses races différentes circulant dans les rues. Arya, Ed et Sénon retournent au quartier général du groupe pour nettoyer et préparer une fête de bienvenue. Vil emmène Rin directement à la guilde des aventuriers pour qu'elle puisse compléter son inscription professionnelle. Au comptoir d'accueil, Rin se retrouve face à une adorable employée dont les oreilles pointues et la queue qui remue capturent immédiatement toute son attention. Elle est si fascinée qu'elle en oublie presque pourquoi elle est venue. Vil rit et explique que c'est la première fois que Rin rencontre un kobold. La réceptionniste se présente comme Sheila et mentionne nonchalamment qu'elle travaille à la guilde depuis environ 20 ans. Quand Vil répète le nombre bien trop fort, Sheila lui lance un regard terrifiant et lui rappelle que discuter de l'âge d'une femme est l'un des moyens les plus rapides de raccourcir la vie d'un aventurier. Sheila vérifie les derniers rapports et confirme que les débutants attaqués par l'ours de flamme sont rentrés sains et saufs. L'urgence résolue, elle donne à Rin un formulaire de candidature pour le poste logistique au sein du banquet des gourmands. Rin commence à écrire en japonais, pour voir les caractères se transformer automatiquement dans la langue locale. Encore plus surprenant, elle peut lire et comprendre tout sur la page aussi naturellement que si elle l'avait étudié pendant des années. Une fois les formalités approuvées, Sheila tamponne la candidature et souhaite chaleureusement la bienvenue à Rin dans la guilde. Vil explique ensuite qu'ils doivent rencontrer la personne en charge. Les deux entrent dans le bureau du maître de guilde Tori, un homme chauve portant un cache-œil qui ressemble davantage au chef d'une organisation criminelle qu'à un administrateur amical. Au moment où il parle, cependant, il se révèle direct, pratique et étonnamment abordable.
Tori révèle que la guilde a reçu un rapport de renseignement urgent concernant l'invocation de la sainte, un ancien rituel que l'on croyait disparu dans la légende depuis des siècles. Tori étudie Vil, et remarque qu'il a découvert une personne exceptionnellement rare. Non seulement Vil a localisé quelqu'un impliqué dans l'invocation, mais il l'a aussi recruté dans son propre groupe, avant que quiconque ne puisse l'atteindre. Interrogée, Rin dit la vérité. Elle a été invoquée aux côtés d'une étudiante plus jeune. L'autre fille avait été accueillie comme la sainte et emmenée par un beau noble, tandis que Rin avait été déclarée inutile et jetée dans la nature. Pour confirmer son histoire, Tori demande la permission d'examiner le statut de Rin en utilisant la magie d'évaluation. Vil objecte immédiatement que les informations de statut d'une personne sont privées. Rin devient nerveuse pour une raison entièrement différente, se demandant si le sort pourrait révéler son poids ou ses antécédents financiers. Tori rit et l'assure que sa capacité d'évaluation est loin d'être assez puissante pour découvrir de tels secrets personnels. Soulagé, Rin accepte l'examen. Un écran de statut bleu lumineux apparaît, révélant que Rin possède 2 classes, voyageuse de l'autre monde et voyageuse. Il affiche également stratégie de survie et l'extraordinaire capacité Mo-chan. Tori explique que voyageuse de l'autre monde est une classe exclusive accordée aux personnes qui arrivent d'un autre monde. Ces individus reçoivent généralement une compétence spéciale aléatoire et une profession supplémentaire. Le résultat confirme sans aucun doute que Rin a été invoquée d'ailleurs. Cependant, elle ne possède aucune classe, titre ou capacité liée au fait d'être une sainte. Vil et Tori peuvent à peine cacher leur admiration en étudiant les capacités de Rin, mais la question plus importante est de savoir qui a effectué l'invocation et pourquoi. Vil explique que le rituel nécessite une quantité énorme d'énergie magique. Une nation ne tenterait normalement cela que lors d'une guerre catastrophique, d'une invasion de monstres, d'une peste mortelle, ou d'une autre crise menaçant sa survie. Pourtant, la guilde n'a reçu aucun rapport de conflit majeur ou de catastrophe qui justifierait l'utilisation d'une mesure aussi extrême. Vil se souvient alors de l'ours de flamme qui était apparu dans la zone de chasse pour débutants plus tôt dans la journée. Un monstre puissant entrant soudainement dans un territoire bien en dehors de sa zone normale pourrait être un signe avant-coureur de quelque chose de plus grand. Tori convient que la possibilité mérite attention, bien qu'un seul incident ne suffise pas à le relier directement au rituel d'invocation. Plus étrangement encore, l'ours de flamme que Vil avait vaincu semblait beaucoup plus faible et maigre qu'un membre sain de son espèce. Même affaibli, l'ours restait assez puissant pour massacrer des aventuriers inexpérimentés. Tori décide qu'ils ne peuvent pas se permettre d'ignorer la situation. Il assigne au banquet des gourmands la mission de patrouiller la région extérieure autour d'Elraj dans un avenir proche. Ils peuvent continuer à accepter du travail, mais doivent rester assez proches pour réagir si d'autres monstres anormaux apparaissent. Rin regarde avec des yeux écarquillés, réalisant que le groupe qu'elle a nonchalamment rejoint est suffisamment influent pour recevoir une mission importante directement du maître de guilde. Après avoir quitté la guilde, Rin et Vil se rendent au quartier général du banquet des gourmands, où Ed, Arya et Sénon les attendent. La maison est étonnamment grande. Vil explique que le propriétaire précédent est décédé soudainement, ce qui rend immédiatement Rin nerveuse à propos de possibles fantômes. Ce nom lui rappelle calmement qu'il est prêtre. Si un fantôme apparaît, il l'enverra simplement en paix dans l'au-delà. Ce que Rin apprécie le plus, c'est l'énorme cour arrière. Elle offre suffisamment d'espace pour invoquer Mo-chan sans que des voisins curieux ne découvrent le plus grand secret du groupe. Pour le dîner, Rin utilise la viande d'almirage collectée par Vil, des champignons Tila apportés par Ed, et les œufs d'oiseaux fantômes. Elle déchire les champignons en morceaux plus petits, assaisonne la viande tranchée avec de la sauce soja, du vin de cuisine et du sucre, puis fait sauter le tout ensemble pour un plat de riz mélangé. Elle bat les œufs avec des oignons verts hachés, et les roule en couches moelleuses. Enfin, elle coupe le filet d'almirage en morceaux épais, les saisit dans une poêle chaude et les termine avec une sauce brillante à base de gingembre et de soja. Plutôt que de compter entièrement sur les provisions de Mo-chan, Rin combine des ingrédients premium de ce monde avec les techniques de cuisine qu'elle connaît le mieux. Bientôt, 3 plats sont prêts. Du riz mélangé aux champignons et à la viande, des œufs roulés d'oiseaux fantômes aux oignons verts, et d'épais steaks d'almirage couverts d'une sauce parfumée au gingembre. L'arôme se répand dans chaque pièce du quartier général. Au moment où la nourriture atteint la table, tout le groupe devient complètement silencieux. Rin commence à transpirer, convaincue qu'elle a d'une manière ou d'une autre gâché le repas. En réalité, tout le monde est simplement choqué que la nourriture ait l'air et sente meilleur qu'il ne l'avait imaginé possible. Vil s'excuse à plusieurs reprises d'avoir sous-estimé leur nouvelle cuisinière. Rin leur dit rapidement d'arrêter de regarder et de commencer à manger. Arya prend la première cuillerée de riz mélangé, tandis qu'Ed, Sénon et Vil se dirigent immédiatement vers les plats qu'ils ont le plus observés. Arya loue la saveur profonde des champignons Tila, et la façon dont ils complètent parfaitement la viande assaisonnée. Ed déclare que le repas restaure son énergie comme si quelqu'un avait complètement rechargé son endurance. Sénon est fasciné par les œufs roulés. Leur richesse est équilibrée par la saveur fraîche et le léger croquant des oignons verts,
gardant le plat assez léger pour être mangé continuellement. Après seulement 2 bouchées, le digne prêtre Elphée a déjà abandonné la plupart de sa retenue habituelle. Vil se concentre entièrement sur le steak d'almirage avec sa sauce au gingembre. La viande est normalement désagréablement coriace, pourtant Rin l'a rendue tendre et juteuse d'une manière ou d'une autre. Le glaçage sucré et salé recouvre chaque morceau, tandis que l'arôme du gingembre rend presque impossible de s'arrêter de manger. Vil termine son premier bol de riz, et en demande immédiatement un autre. Arya tente également son bol. Ed réclame bruyamment du riz et de la viande supplémentaire. Même ce nom abandonne sa fierté, et annonce qu'il refuse de rester assis tranquillement pendant que les autres mangent la nourriture restante. En quelques instants, la table paisible du dîner devient un champ de bataille où chaque membre du banquet des gourmands se bat pour une portion de plus. Après avoir reçu une mission de surveiller la zone entourant Elraj, Vil rassemble le banquet des gourmands pour discuter de leur itinéraire. Il suggère de commencer par la côte avant de revenir vers la ville. Au moment où tout le monde entend le mot plage, cependant, tout le groupe oublie le mot surveillance. Ed commence à penser aux poissons, ces noms se rappellent que les coquillages sont actuellement de saison, et Arya décide immédiatement que le déjeuner doit comporter des fruits de mer. Les 4 parviennent à un accord si rapidement que Rin n'a jamais l'occasion de s'y opposer. Elle vient juste de finir de préparer le petit déjeuner, et ce groupe planifie déjà le déjeuner. Ils vivent clairement pour manger plutôt que de manger pour vivre. Juste au moment où ils se préparent à partir, un jeune homme chat nommé Rent arrive au quartier général. Il est membre de Lucky Four Leaf Clover, trèfle à 4 feuilles chanceux, le groupe de débutants qui avait été attaqué par l'ours de flamme lors de l'incident précédent. Rand s'incline profondément et les remercie, expliquant que sans le banquet des gourmands, tout son groupe aurait pu être définitivement éliminé. Vil refuse de prendre tout le mérite car il n'était pas présent quand l'attaque a commencé. Il dit simplement que les aventuriers expérimentés aidant les débutants est tout à fait naturel. Une fois que Rent et ses amis seront devenus plus forts, ils devraient offrir la même main secourable à la prochaine génération de nouveaux venus. Rin se présente comme la nouvelle transporteuse et cuisinière du groupe, puis demande pourquoi quelqu'un d'aussi jeune fait déjà un travail d'adulte. Elle clarifie rapidement qu'elle veut dire travailler comme aventurier. Rin explique qu'il vit dans un orphelinat d'église, et accepte des missions avec ses amis pour aider à couvrir les frais de subsistance. Rin comprend qu'il est fier de sa décision, alors elle ne le regarde pas avec pitié. Au lieu de cela, elle sort une boîte de biscuits Alberi fait maison, et lui demande de les partager avec tout le monde à l'orphelinat. Ran prend une bouchée, et a l'air d'avoir l'âme transportée dans un autre monde. Le biscuit croustillant et la saveur aigre-douce des baies le submergeant complètement. La rencontre aide aussi Rin à comprendre pourquoi leur enquête actuelle est importante. Rendre la zone environnante plus sûre permettra aux enfants comme Rent de travailler sans risquer constamment leur vie. Au moment où Rent s'en va en courant, 4 paires d'yeux se verrouillent immédiatement sur la boîte de biscuits restante. Quelqu'un prétend sentir quelque chose de dangereux, un autre dit que l'odeur le rend fou, et les autres exigent de savoir pourquoi Rin fait semblant de n'avoir rien caché. Rin les assure précipitamment que tout le monde a encore sa part. C'est seulement alors que les 4 aventuriers reviennent à un état relativement calme. Le groupe monte dans Mo-Chan et quitte la ville. Ils doivent faire un assez long détour car le camping-car magique ne peut pas simplement apparaître au milieu d'un port bondé. Vil s'excuse d'obliger Rin à conduire si loin, mais elle explique que livrer le groupe en sécurité est exactement ce qu'une transporteuse est censée faire. Vil fait remarquer qu'une transporteuse ordinaire ne peut pas transporter une équipe entière à l'intérieur d'une base mobile entièrement équipée. Atteindre la côte à pied prendrait presque une demi-journée. À l'intérieur de Mo-Chan, tout le monde peut manger des biscuits, admirer le paysage, et arriver tout de même bien plus rapidement. Quand ils atteignent une étendue de plage déserte, Vil, Ed, Arya et Senon se séparent pour commencer l'enquête. Rin reste à côté de Mo-Chan pour préparer le déjeuner. Avant que les autres ne partent, elle remarque leurs armes et demande comment ils les transportent si facilement. Vil explique que chaque arme a été fabriquée sur mesure et connectée à son propriétaire par un contrat magique. Elle peut être invoquée ou rangée à volonté, bien que ce type d'équipement soit extrêmement coûteux. Ren réalise aussi que ce monde ne dispose pas du stockage d'objets pratiques et largement disponibles que l'on trouve dans les jeux. Les aventuriers doivent toujours porter leurs propres fournitures et matériaux collectés, ce qui explique pourquoi les transporteurs professionnels sont si hautement appréciés. Les 4 aventuriers se dispersent le long du littoral. Arya patrouille tout en utilisant ses fils pour collecter des coquillages et d'autres ingrédients comestibles. Pendant ce temps, Rin commence à préparer le déjeuner à l'intérieur de Mo-Chan. Elle fait cuire du riz avec du calmar et des tomates, puis sort des aubergines et du poisson frais pour les plats principaux. Arya revient, mais au moment où elle voit l'aubergine, elle admet qu'elle n'aime pas les légumes. Rin explique que les légumes aident les blessures à guérir, renforcent le système immunitaire et maintiennent le corps en bon état de fonctionnement. Au minimum, Arya doit en manger une petite portion à moins qu'elle ne veuille passer les prochains jours à le regretter. Arya accepte à contre-cœur, avec l'expression grave de quelqu'un se préparant à consommer du poison.
Immédiatement après, elle utilise ses fils pour tirer un gros poisson qu'elle a attrapé pendant la surveillance. L'esprit de Rin se remplit de recettes possibles, de le poêler à le fariner, et le frire dans du beurre. En aidant Rin à préparer le poisson, Arya change de sujet plus vite qu'un filet retourné dans une poêle. Elle demande si Rin a un petit ami, puis enquête nonchalamment sur ce qu'elle pense de Vil. Rin agite immédiatement ses mains et rougit vivement, admettant qu'il serait difficile de ne pas apprécier quelqu'un d'aussi beau et fiable que lui, tout en refusant fermement de dire qu'elle a des sentiments romantiques. Quand Arya essaie de pousser la question plus loin, Rin renverse l'interrogatoire et demande comment Arya et Ed se sont originellement rencontrés. En quelques secondes, la cuisine de Moshan se transforme d'un poste de préparation de déjeuner en une salle d'interrogatoire hautement agressive. Arya devient si gênée qu'elle semble prête à creuser un trou et disparaître. Rin lance alors la menace décisive, à moins qu'Arya ne raconte l'histoire, elle pourrait perdre toute motivation pour cuisiner, laissant tout le groupe manger de la terre au déjeuner. Une menace dirigée directement vers l'estomac est plus efficace que presque n'importe quel sort. À ce moment-là, Vil, Ed et Sénon reviennent. Après avoir appris que Rin avait simplement posé des questions sur leur romance naissante, Ed remarque qu'Arya est la plus adorable quand elle est embarrassée. Arya se couvre le visage de défaite, tandis que Rin le remercie de lui avoir permis de voir une version si rare de sa femme. La conversation s'interrompt quand Ed produit un récipient magique contenant un étrange calmar, qu'il a collecté comme cadeau pour Rin. Elle l'examine avec stratégie de survie, et confirme que c'est un calmar sourou, non seulement comestible, mais considéré comme un ingrédient premium. Les autres demandent immédiatement ce qu'elle peut en faire. Rin annonce qu'elle peut le transformer en tout, d'un plat principal à un parfait encas pour accompagner les boissons. La façon dont les yeux du banquet des gourmands commencent à briller rend le destin du calmar très clair. Ce repas peut attendre, cependant, car le déjeuner est déjà prêt. Le menu se compose de poissons poêlés, de riz à la tomate, et d'aubergines recouvertes de fromage et de sauce tomate. Vil hésite quand il voit la quantité de légumes, tandis qu'Arya tient sa fourchette comme si elle s'attendait à une trahison. Une bouchée change tout. Le fromage riche et la sauce tomate légèrement acide transforment l'aubergine en quelque chose de complètement différent. Ed est choqué de voir sa femme qui évite les légumes prendre volontairement une deuxième portion. Sénon ne comprend pas comment des produits ordinaires deviennent si délicieux une fois que Rin les touche, tandis que Vil est complètement conquis par le riz à la tomate. Rin décide qu'elle créera davantage de plats de légumes pour que le groupe puisse maintenir un régime équilibré. La viande et le poisson resteront intouchés car réduire l'une ou l'autre portion reviendrait à déclarer la guerre. Après le déjeuner, Arya demande si Rin veut d'autres ingrédients. Se souvenant du calmar sourou, Rin commence à planifier une bouillabaisse, un ragoût de fruits de mer à la mode des pêcheurs. Avec du poisson, des crevettes, du crabe, des tomates et des épices réchauffantes, la marmite entière deviendrait incroyablement parfumée. Vil et Ed commencent à imaginer la saveur avant même qu'elle n'ait fini de la décrire. Sénon suggère immédiatement d'inspecter les eaux voisines. C'est seulement alors que le groupe se souvient que le but original du voyage était de surveiller la région environnante. Avant qu'ils ne puissent réfléchir à quel point la nourriture les a facilement distraits, un jeune aventurier accourt en demandant de l'aide. Tout le monde le suit immédiatement, Rin se retrouvant entraîné dans la formation et courant aux côtés des autres. Sur le rivage, il découvre une énorme créature ressemblant à une orque échouée sur le sable. Vil l'identifie comme un farceur, une bête magique dotée d'une puissante télépathie et d'un goût particulier pour les farces aux humains. Le farceur parle directement dans l'esprit de Rin. Il admet qu'il avait prévu de plonger sous l'eau, de sauter dans les airs, et de terrifier un groupe d'aventuriers à proximité. Malheureusement, il avait calculé le décollage parfaitement, et oublié de calculer l'atterrissage. Le résultat est un corps énorme enfoncé dans la plage, rôtissant lentement sous le soleil en attendant que quelqu'un vienne l'aider. Rin voudrait faire remarquer que la farce s'est clairement retournée contre son auteur, mais la créature promet hâtivement de bien se comporter, et de fournir une récompense si on la ramène à la mer. Les jeunes aventuriers admettent qu'ils n'ont pas la force de la déplacer, et sont donc venus demander l'aide du banquet des gourmands. Rin remarque que le soleil est intense, et que la peau du farceur commence à se dessécher. Elle demande à Ed de créer une grande masse d'eau, et de la verser sur la créature pour la rafraîchir. La bête magique les remercie de façon théâtrale, affirmant que sa précieuse peau a failli devenir du poisson séché au soleil. Vil et les autres rassemblent alors leurs forces et commencent à pousser. Malheureusement, le poids énorme de la créature et le sable mou l'empêchent de bouger ne serait-ce qu'un peu. Le groupe entier rougit de l'effort tandis que le farceur reste en place comme une petite colline. La force brute ne peut clairement pas surmonter le banc de sable le séparant de l'océan. Ed et Vil continuent de pousser, Ed utilisant chaque once de force disponible parce qu'Arya regarde. Le véritable obstacle, cependant, est la bande de sable surélevée entre le farceur et l'eau. Rin suggère de créer une étendue d'eau assez grande pour faire flotter la créature. Ed admet que produire quelque chose de cette taille dépasse sa capacité. Rin change immédiatement de plan.
Ils peuvent creuser un canal de la mer jusqu'à la créature échouée. La magie de terre peut former le chemin, tandis que la magie de l'eau crée le courant nécessaire pour la ramener. Ed commence à utiliser de la magie de terre et d'eau pour construire le canal. Avant que le plan ne puisse prendre effet, la mer devant eux commence soudainement à s'agiter. Plusieurs tentacules violets gigantesques s'élèvent de la surface et interrompent le sauvetage. Senon active immédiatement sa magie de soutien tandis qu'une énorme créature ressemblant à une pieuvre émerge parmi les vagues. La pieuvre géante tend ses tentacules vers le farceur. Même avec la mort s'approchant directement devant lui, la créature échouée reste convaincue que l'attaquant s'intéresse à sa belle peau jaune. Apparemment, l'auto-admiration continue de fonctionner même quand les instincts de survie de base se sont mis hors ligne. Le groupe se divise immédiatement en deux équipes. Arya dit à Rin de rester avec l'équipe de sauvetage, tandis que les 4 aventuriers se déploient pour affronter le monstre. Rin l'examine avec stratégie de survie, et découvre que la zone entre ses yeux est le point le plus vulnérable. Elle se demande brièvement quelle quantité de sauce serait nécessaire si on essayait de cuisiner quelque chose d'aussi gros, puis appelle immédiatement Vil, et le dirige vers la faiblesse. Des gens du rivage arrivent avec des pelles et commencent à creuser une tranchée entre le farceur et la mer. D'autres versent continuellement de l'eau sur son corps. Rin attrape un seau et les rejoint. La scène ressemble à un village entier essayant de sauver un navire échoué sur terre. La tranchée n'est toujours pas terminée, et le farceur n'a pas cessé de se faire des éloges. Rin finit par murmurer qu'à ce rythme, elle ferait aussi bien de lâcher le seau et de transformer la pieuvre géante en tatsuta âgé croustillant. Au moment où la nourriture est mentionnée, l'esprit combatif du groupe augmente considérablement. Ce nom suggère de griller les tentacules en brochettes. Ed se plaint que la viande sera probablement dure et sentira mauvais. Vil n'a besoin que d'imaginer Rin la transformer en quelque chose de délicieux pour que son expression devienne bien plus sérieuse. Leur motivation pour sauver la soi-disant divinité marine a soudainement reçu un renforcement supplémentaire lié au dîner. Ed attaque à distance tandis que Senon le soutient. Arya déploie Estigward, utilisant d'innombrables fils pour lier le corps et les tentacules de la pieuvre, créant une ouverture pour que Vil s'approche. De l'autre côté, les villageois continuent d'étendre la tranchée et d'y faire couler l'eau. En regardant tout le monde lutter pour lui, le farceur conclut que ce doit être la preuve que le monde entier l'adore. Rin, pendant ce temps, continue d'évaluer quelle partie de la pieuvre serait les meilleures pour la friture. Au moment où la tranchée se connecte à l'océan, tout le monde pousse ensemble et envoie le farceur glisser à travers l'eau courante. La pieuvre continue de lutter contre les fils d'Arya. Vil attend que l'espace entre ses yeux devienne exposé, puis charge en avant et enfonce son épée dans l'emplacement exact que Rin avait identifié. L'attaque frappe sa faiblesse, faisant se dissoudre la bête magique en particules de lumière. Au même moment, le farceur atteint les eaux profondes. L'opération de sauvetage et le combat sont achevés ensemble. Le farceur revient pour remercier tout le monde, et dépose une grande collection de poissons, crevettes, crabes, et autres fruits de mer frais en paiement. Avant de partir, il reconnaît que Rin vient d'un autre monde, et dit que parler avec elle était très divertissant. Rin n'a pas le temps de demander comment il le sait car la soi-disant déesse de la mer plonge immédiatement hors de vue. Un petit objet rouge non identifié apparaît brièvement dans sa main, ajoutant un nouveau mystère à l'excitation de recevoir tant d'ingrédients. Arya serre une énorme crevette dans ses bras, les yeux brillants. Ce nom déclare que les fruits de mer sont une bénédiction de la déesse de la mer. Ed imagine déjà une table débordant de nourriture, tandis que Vil revient en portant un gigantesque tentacule coupé comme cadeau supplémentaire pour Rin. Leur récolte est bien plus importante que ce que quiconque avait anticipé. Avec tout le groupe qui regarde, Rin annonce immédiatement le menu du soir. Elle installe une zone de cuisine directement sur la plage. Les fruits de mer couvrent le grill, tandis qu'une grande marmite de bouillabaisse remplie de crabes, de crevettes, de poissons, de tomates et de légumes mijote à côté. Le calmar sourou apporté par Ed est sauté au beurre et aux pommes de terre. L'arôme se répand dans la brise marine, faisant protester chaque estomac à proximité. Ed et Vil choisissent de la bière, Senon verse du vin rouge, et Arya lève un verre de vin pétillant. Rin s'en tient au thé d'orge parce qu'elle doit encore conduire Mo-chan. Une cuisinière peut aimer préparer un festin, mais la personne responsable du transport ne peut pas oublier ses devoirs. Vil lève sa tasse et rappelle à tous qu'ils ont sauvé le farceur grâce en grande partie aux idées, compétences et soutien de Rin. Elle balaie rapidement l'éloge et insiste sur le fait que c'était un effort de groupe. Ed et Senon conviennent que le nouveau membre a déjà rendu leur mission plus facile de bien des façons, pas seulement dans la cuisine. Arya embrasse Rin et la remercie d'avoir transformé une journée de travail de terrain en quelque chose de si confortable et agréable. Vil dit sincèrement qu'il est heureux qu'ils se soient rencontrés. Après avoir été rejeté comme inutile auparavant, entendre une reconnaissance sincère de ses nouveaux compagnons fait rougir le visage de Rin. Elle devient si émue qu'elle ne peut pas immédiatement trouver de réponse. Vil, Ed, Arya et Senon lèvent leurs verres et accueillent officiellement Rin comme membre du banquet des gourmands. Rin rappelle à tous qu'elle doit encore conduire,
Alors elle célébrera avec son smoothie d'orge extrêmement puissant à la place. Sous la lumière dorée du coucher de soleil se répandant sur l'océan, les 5 trinquent pour célébrer l'accomplissement réussi de sa première mission. Le groupe continue de dévorer le ragoût de fruits de mer, et même les membres qui évitent normalement les légumes admettent que le plat a bien meilleur goût que prévu. Cependant, tandis que l'obscurité s'installe sur une forêt voisine, une paire d'yeux rouges s'ouvre silencieusement à l'intérieur d'une grotte en pierre couverte de fils violets emmêlés. Des dents acérées apparaissent lentement en dessous. Personne ne sait quel genre de créature s'est éveillée, ni si elle est liée à l'activité étrange autour d'Elraj. Tandis que le banquet des gourmands continue de profiter de son festin au bord de la mer, une nouvelle menace commence discrètement à s'agiter. Le prix de la célébration du sauvetage du farceur, avec un énorme festin de fruits de mer, est que tout le groupe du banquet des gourmands ne se traîne pas au quartier général avant presque le lendemain matin. Arya est encore étendue sur le canapé avec la tête posée sur les genoux de Rin. Un réveil peut échouer, mais les estomacs de ce groupe semblent être connectés en permanence à la cuisine de Rin. Au moment où l'arôme des fruits de mer grillés et du ragoût chaud se répand dans la pièce, Arya se redresse comme lancée par un mécanisme caché. Son corps est peut-être épuisé, mais manquer un petit déjeuner préparé par Rin n'est tout simplement pas une option. La réaction honnête rend Rin si heureuse qu'elle gagne encore plus d'enthousiasme pour cuisiner. Pendant ce temps, Vil mange tout en planifiant leur prochain mouvement. Une fois le petit déjeuner terminé, ils visiteront la guilde des aventuriers, et rapporteront tout ce qui s'est passé le long de la côte. Rin demande à l'accompagner pour pouvoir chercher des informations sur le rituel d'invocation de la sainte. Avant que l'un d'eux ne puisse même quitter la table, Sheila défonce la porte et entre en trombe comme un ouragan. Elle appelle chaque membre du banquet des gourmands avec la panique inscrite sur le visage. Vil suppose que la réceptionniste est venue réclamer leur rapport en retard, mais Sheila annonce qu'une urgence s'est produite. L'atmosphère domestique paisible disparaît instantanément, remplacée par le rythme urgent d'aventuriers professionnels se préparant au danger. Dans le bureau du maître de guilde Tori, le groupe apprend qu'un donjon sauvage est soudainement apparu dans la forêt près d'Elraj. Les donjons se formant naturellement n'est pas inhabituel, mais ils produisent normalement des signes avant-coureurs tels que du miasme s'accumulant, des perturbations dans le flux magique de la Terre, ou des distorsions visibles dans l'espace. Cet emplacement était complètement normal jusqu'au jour précédent, sans la moindre anomalie dans son mana. Puis une entrée énorme est simplement apparue du jour au lendemain. La situation est si déraisonnable que même les employés les plus expérimentés de la guilde n'ont aucune explication. Tori craint que des monstres venant de l'intérieur ne se déversent vers Elraj, avant que la ville n'ait le temps de se préparer. Pour prévenir la panique, la guilde a supprimé l'information et dissimulé l'entrée du donjon avec de la magie d'illusion. La mission d'explorer l'intérieur, de déterminer sa structure, et d'évaluer le niveau de danger est donc entièrement assignée au banquet des gourmands. Vil ne décide pas immédiatement de la cause. Cependant, les instincts d'un aventurier vétéran lui disent que l'ours de flamme perdu, l'incident du farceur sur la côte, et maintenant un donjon apparaissant presque à côté de la ville commencent à former un tableau bien plus inquiétant. Il accepte la mission mais insiste sur le fait que leur objectif n'est pas de se précipiter à l'intérieur, et de tout éliminer. Ils doivent rassembler des informations et chercher des indices. Parce que personne ne sait combien de temps l'expédition durera, Vil demande à Rin de préparer des provisions supplémentaires. Sheila se porte immédiatement volontaire pour l'emmener faire du shopping et la traîne à travers plusieurs magasins secrets que les clients ordinaires ne découvriraient jamais. Tori crie après Sheila que son travail à la guilde n'est toujours pas terminé, mais la réceptionniste se déplace si vite que personne ne peut l'arrêter. Grâce à cette visite guidée inattendue, Rin remplit bientôt le stockage spatial de Mochan avec suffisamment de nourriture et de fournitures essentielles pour l'expédition. À la porte de la ville, Rin apparaît dans une toute nouvelle tenue d'extérieur, ce qui pousse Arya à immédiatement la qualifier d'adorable. Encore plus remarquable est l'accessoire rouge brillant sur le front d'Arya, ressemblant à un troisième œil miniature. Elle démontre sa capacité en détectant Vil et ses noms approchant par derrière sans se retourner. Les 5 membres quittent rapidement la ville. Plus ils s'éloignent, plus Rin devient nerveuse. Un donjon apparaissant si près d'une zone peuplée est effrayant. Vil pose une main rassurante sur son épaule, et lui rappelle qu'ils enquêtent précisément pour que le danger puisse être arrêté avant qu'il ne devienne une catastrophe. Elle n'a pas à porter la responsabilité de protéger Elraj toute seule. Ces paroles chaleureuses aident Rin à retrouver sa confiance, et elle promet qu'elle et Mochan fourniront tout le soutien possible. Après seulement environ 15 minutes de marche, le groupe atteint le site. La distance incroyablement courte fait comprendre à Rin pourquoi la guilde a réagi avec une telle urgence. Ce nom lève l'illusion de dissimulation, révélant une entrée de caverne sombre s'étendant profondément dans la falaise. Arya envoie des fils lumineux à l'intérieur pour enquêter. Elle confirme que le passage est large et qu'elle ne peut actuellement détecter aucun ennemi à proximité. Ed suggère d'utiliser le Mochan de Rin pour traverser le donjon plus rapidement, mais Vil refuse immédiatement. Si leur seul objectif était d'éliminer des monstres,
la vitesse serait utile. Cette mission exige qu'ils examinent chaque trace qu'ils trouvent. Conduire directement dans les profondeurs pourrait leur faire manquer des preuves ou les précipiter dans un piège. Vil se place avec Arya à l'avant, Rin au centre, et Ed et Sénon derrière elle. La formation entièrement protectrice fait culpabiliser Rin parce qu'elle ne peut pas contribuer directement pendant le combat. Vil rejette immédiatement cette idée. Une transporteuse est censée être protégée. Une armée ne peut pas fonctionner sans approvisionnement, et Sénon lui rappelle que tout le monde dépendra de Mochan chaque fois qu'ils s'arrêteront pour se reposer. Arya insiste que sans Rin, la mission devrait peut-être être abandonnée à mi-chemin. Ed lui dit de prendre son temps pour s'habituer à l'aventure. Après avoir été précédemment rejeté comme inutile par les idiots d'invocateurs, recevoir une reconnaissance aussi sincère manque de faire pleurer Rin. Elle se ressaisit et marche avec confiance dans le donjon au centre de la formation. Une lumière bleu froide recouvre les murs du tunnel. Sénon remarque un parfum floral inhabituellement doux, et Arya prédit que des lézards-fleurs attendent devant. Ces monstres déguisent leur tête en fleurs de couleurs vives pour attirer les proies. Quand les pétales s'ouvrent et révèlent des visages de reptiles avec de longues langues, Rin se rapproche immédiatement de Vil. Ed refuse de laisser les monstres approcher. Il lève une main, et change instantanément sa magie en élément de feu. Des blocs transparents piègent chaque créature séparément avant que des flammes ne jaillissent à l'intérieur et ne les incinèrent en quelques secondes. Ed explique que l'espèce est extrêmement faible contre le feu. Les isoler et les brûler suffit. Ren reste en dehors du combat, et utilise stratégie de survie pour confirmer que leur viande est comestible avant de collecter les matériaux. Pendant un bref instant, elle remarque un étrange contour doré entourant la viande emballée, mais il disparaît avant qu'elle ne puisse comprendre ce que cela signifie. À ce moment-là, une petite ombre ailée plonge d'en haut. Rin lève instinctivement les bras et attrape la créature contre sa poitrine. Vil l'avertit immédiatement de ne pas toucher des créatures inconnues imprudemment. Heureusement, c'est seulement un jeune Wingrings, un animal ressemblant à un chat sauvage avec de grandes ailes poussant sur son dos. À cet âge, il n'est pas considéré comme particulièrement dangereux, et il n'y a aucun signe de sa mère à proximité. Plutôt que de résister, la créature se frotte calmement la tête contre Rin. Entendant son estomac gargouiller, elle lui offre de la viande de lézard-fleur. Stratégie de survie affiche à nouveau des informations, mais cette fois elle ne recommande pas de transformer l'animal en nourriture. Rin pousse un soupir de soulagement. Quoique la compétence ait pu dire, elle ne pourrait jamais mettre quelque chose d'aussi rond et adorable au menu. La fourrure du Wingrings rappelle à Rin le chat noir qu'elle avait élevé dans son monde d'origine. Sans trop y réfléchir, elle donne à la créature le nom de Gomamiso. Au moment où le nom quitte sa bouche, le petit animal répond directement dans son esprit, et se présente comme Gomamiso. Rin panique, et dit à tout le monde que le chat vient de lui parler. Les autres membres, cependant, n'entendent qu'une série enthousiaste de miaulements. Après avoir examiné la créature, Sénon conclut que Gomamiso est devenu un esprit bête nommé. Le fait que seul Rin puisse comprendre sa voix, signifie qu'un lien s'est déjà formé entre eux. Vil est encore plus surpris car apprivoiser un Wingrings ordinaire est normalement extrêmement difficile. Rin n'a pas de profession de maître des bêtes, n'a accompli aucun rituel, et n'a pas dominé la créature au combat. Elle l'a simplement nourri, et lui a donné un nom de manière décontractée, accomplissant quelque chose qui nécessite normalement un effort énorme. Rin elle-même n'a aucune idée de pourquoi cela s'est passé si facilement, comme si le processus entier avait été un petit miracle. Rin se sent coupable de créer une autre complication au milieu d'une mission, mais personne dans le groupe ne veut abandonner un jeune animal. Arya a déjà été complètement conquise par l'apparence adorable de Gomamiso. Ed explique que les Wingrings élevés depuis l'enfance deviennent généralement extrêmement attachés à leur propriétaire. Vil promet d'inscrire Rin comme maîtresse des bêtes à leur retour. Pour le moment, Gomamiso est officiellement accepté comme le plus nouveau membre du groupe. Le groupe continue plus profondément jusqu'à atteindre une caverne avec un plafond extrêmement élevé. Gomamiso se repose confortablement dans les bras de Rin, mais refuse de cesser de parler. Il affirme fièrement qu'avec un seul saut, il pourrait toucher le plafond. Rin ne veut pas écraser la confiance de la petite créature, alors elle répond gentiment qu'avoir des rêves est une chose merveilleuse. Immédiatement après, stratégie de survie affiche un avertissement rouge sur le sol. Rin arrête rapidement tout le monde avant que quiconque ne marche dans la zone dangereuse. Arya avance, et confirme que c'est un piège magique. Elle entoure la zone de lignes bleues lumineuses, et désactive le cercle de sorts violets caché sous le sol. Rin explique que stratégie de survie l'a averti du danger à l'avance. La capacité jadis rejetée comme inutile vient directement de sauver tout le groupe d'un piège potentiellement fatal. Au moment où le piège est neutralisé, la fourrure de Gomamiso se hérisse. Il montre les dents et grogne vers l'obscurité. La réaction met immédiatement tout le monde en alerte. Ed ordonne à Rin de reculer. Tenant le petit esprit bête, elle se retire derrière les autres, et invoque Mochan. Vil demande à Sénon de préparer la magie défensive, et une couche protectrice d'énergie entoure rapidement le groupe. De l'obscurité émerge un cocatrix avec la tête d'un poulet,
et la queue d'un serpent. Vil ordonne à Rin de ne pas ouvrir le véhicule en aucun cas. Elle doit rester à l'intérieur avec Gomamiso. Tandis que Rin regarde nerveusement à travers le pare-brise, Stratégie de survie produit un autre message. Non seulement la viande de Cocatrix est comestible, mais elle est apparemment considérée comme exceptionnellement délicieuse. Sa peur a à peine le temps de se développer avant que ses instincts de cuisinière ne la chassent directement de son esprit. Tandis que les autres se préparent au combat, Rin se demande déjà quelle coupe serait la meilleure pour leur premier repas à l'intérieur du donjon. Le Cocatrix ouvre son bec, et laisse échapper un cocorico sonore. Une épaisse vague de souffle empoisonné violet déferle immédiatement vers le groupe. Heureusement, leurs défenses sont déjà en place. Le poison ne peut pas percer, et personne ne montre de signe d'être affecté. Arya libère instantanément ses fils, et met le Cocatrix en pièces d'un seul horizontal précis. Il est détruit avant de pouvoir attaquer à nouveau et se dissout en particules de lumière. En regardant à travers la fenêtre de Mo-chan, Rin a l'impression d'avoir assisté à la préparation des ingrédients juste devant elle. Gomamiso fixe l'espace vide, et demande où l'ennemi est passé. Il déclare ensuite fièrement que la queue effrayante ne lui a jamais fait peur du tout. Au moment où Rin lui rappelle que la queue ressemblait exactement à un serpent, le petit esprit bête se recroqueville immédiatement en boule. Apparemment, Gomamiso est déjà le champion invaincu pour faire semblant d'être courageux. Rin rit, attire son nouveau compagnon plus près et enfouit son visage dans sa fourrure jusqu'à ce qu'il n'ait aucune possibilité de préserver sa dignité. Vil revient et se détend enfin après avoir confirmé qu'ils sont tous les deux en sécurité. Il pose ensuite la rare viande de Cocatrix sur la table. La viande est rose, tendre, et complètement différente de l'apparence grotesque du monstre. Rin décide de préparer du Cocatrix Namban, une version d'un autre monde du chicken Namban. Vil reste pour aider, mais détruit accidentellement la plupart des œufs durs en les épluchant. Il s'excuse à plusieurs reprises. Rune rit simplement, et le remercie parce que les œufs doivent être écrasés de toute façon pour la sauce. Gomamiso dort paisiblement sur un siège tandis que Rune écrase les œufs et les mélange avec de l'oignon, du concombre mariné, et de la mayonnaise pour créer une sauce tartare. Vil goûte une cuillerée et se fige immédiatement. Dans son imagination, Rin se transforme en un démon culinaire qui règne sur tout le goût, tandis qu'il ne peut rien faire d'autre que s'agenouiller devant l'autorité écrasante d'une seule cuillerée de sauce. Juste au moment où la nourriture est presque prête, Ed, Arya et Sénon retournent à Mo-chan après avoir inspecté les environs. Ils n'ont découvert aucune urgence supplémentaire, mais chaque monstre à cet étage semble plus faible que la normale. Vil confirme que le Cocatrix était aussi affaibli, tout comme l'ours de flamme qui était apparu dans la mauvaise région. La similitude ne rassure pas le groupe. Elle rend le mystère encore plus suspect. Cependant, il manque encore de preuves suffisantes pour confirmer la cause ou le lien entre les incidents. Arya rapporte aussi avoir découvert un escalier menant à l'étage suivant. Rin remarque que bien que personne ne soit blessé, tout le monde est épuisé par le fait de rester en alerte dans un endroit dont ils ne comprennent pas les règles. Elle interrompt immédiatement la discussion. Réfléchir le ventre vide ne fera que pousser tout le monde à se concentrer sur des théories de plus en plus négatives. Avant de continuer plus profondément, ils doivent manger, récupérer leur énergie et restaurer leur morale. La viande de Cocatrix est frite jusqu'à ce que sa panure devienne dorée et croustillante, recouverte d'une riche sauce aigre douce, et généreusement garnie de sauce tartare crémeuse aussi douce que des nuages. Rin sert le tout avec des légumes frais et du riz fumant. Toute la table tombe silencieuse après la première bouchée. Sénon ne peut pas croire que la viande d'un monstre venimeux puisse être aussi tendre et juteuse. Ed continue de manger tout en qualifiant le plat de dangereusement puissant. Arya se plaint que Rin continue de créer des saveurs qui leur rendent impossible le retour à leur vie d'avant. Le groupe entier commence à l'appeler un démon, bien que cette fois le titre soit clairement destiné à être un compliment. Rin insiste immédiatement qu'elle n'est qu'une cuisinière, et que le surnom de démon de la nourriture n'est qu'une plaisanterie sur sa capacité à conquérir les estomacs de tout le monde. Vil observe que la richesse de la sauce tartare est équilibrée par le glaçage aigre doux et les légumes, empêchant le plat de devenir trop lourd. Même Arya, qui évite normalement les légumes, est attirée par la combinaison. Gomamiso reçoit sa propre assiette contenant de la viande tendre et des légumes. Au début, il se concentre entièrement sur la viande. Quand Rin lui rappelle qu'il a promis d'essayer les légumes, Gomamiso prend docilement une bouchée et déclare immédiatement qu'ils sont délicieux. En voyant cela, Arya essaie prudemment aussi. Elle finit par rougir et admettre que les légumes ont bien meilleur goût que prévu quand on les mange avec de la viande et de la sauce. Ed est ravi que sa femme ait mangé des légumes volontairement. Cependant, quand Rin traduit le compliment de Gomamiso envers Arya, il semble soudain prêt à rivaliser avec un petit chat pour son attention. Ce nom lui rappelle que devenir jaloux de l'esprit bête récemment adopté par Rin ne l'aidera pas à mûrir. Tout le monde autour de la table rit. Rin regarde silencieusement ses compagnons s'amuser, et réalise qu'à un moment donné, sans même le remarquer, elle est naturellement devenue partie intégrante du banquet des gourmands. Le repas ne résout pas le mystère du donjon et ne ramène pas les monstres à la normale.
Cependant, il restaure les forces du groupe et leur éclaircit l'esprit avant qu'ils ne continuent plus profondément. Avant même que le festin de cocatrice n'ait été entièrement digéré, le banquet glouton reprend son investigation du donjon anormal situé près d'Elrage. Pendant qu'Ed et Arya éliminent les monstres environnants, Rin reste à l'intérieur de Mo-chan avec Vil, Senon et Gomamizo pour organiser leur butin. Chaque morceau de viande de monstre semble déjà nettoyé et divisé en portions parfaites, avec un bel équilibre entre viande maigre et gras rappelant le bœuf wagyu de première qualité. Gomamizo fixe intensément le tas et demande si tout cela lui appartient. Rin doit retenir la petite créature et lui rappeler que la nourriture est destinée à toute la troupe. Si elle veut manger, elle doit attendre que Rin ait fini de la cuisiner. Rin est ravi que le donjon traite le butin automatiquement. Elle sait comment choisir les ingrédients et préparer les repas, mais elle n'a aucune expérience pour dépecer un animal entier. Senon explique qu'il peut dépecer du gibier car les elfes apprennent encore la chasse comme compétence de survie de base. Malheureusement, ses aptitudes culinaires ont à peine progressé au-delà du fait de poser de la viande sur un feu. Vil révèle que Senon sait comment obtenir de la viande, mais n'a aucune idée de comment la préparer correctement. Avant que Rin ne les rejoigne, la troupe produisait régulièrement de la viande complètement brûlée à l'extérieur tout en restant crue à l'intérieur. Gomamizo annonce nonchalamment qu'elle peut manger de la viande crue, ce qui pousse Rin à l'avertir sérieusement que tous les types de viande ne sont pas sans danger sans une préparation adéquate. Ed et Arya reviennent en portant plusieurs sacs de butin contenant de la viande, des œufs et divers autres ingrédients. Rin s'inquiète qu'ils aient dû livrer beaucoup trop de combats, mais Ed dit qu'ils ont surtout vu cela comme une occasion de passer du temps ensemble. La vraie raison est que chaque monstre de l'étage était anormalement faible. Leurs apparences restaient intimidantes, mais leur capacité de combat s'était clairement dégradée, tout comme l'ours de feu qui avait erré dans la zone débutant et le cocatrice qu'ils avaient récemment vaincu. Une si grande quantité d'ingrédients aurait dû être une excellente nouvelle, et pourtant Vil et Senon restent préoccupés. Le même phénomène est désormais apparu parmi plusieurs espèces et en plusieurs endroits, prouvant que le donjon dissimule un problème dont la cause reste inconnue. La troupe n'accuse pas immédiatement le rituel d'invocation de la sainte ou un individu en particulier. Ils décident simplement de continuer à s'enfoncer et de chercher des preuves. Après avoir quitté Mo-chan, la troupe pénètre dans une vaste prairie verdoyante sous un ciel parfaitement dégagé. L'herbe sous leurs pieds, le vent contre leurs visages et les arbres environnants semblent aussi réels qu'une terre promise, malgré le fait qu'ils se trouvent encore profondément sous terre. Arya et Ed expliquent que la zone semble avoir été créée grâce à une combinaison d'illusions matérialisées et de magie spatiale. La région a des limites physiques, mais ces deux extrémités ont été reliées en une boucle fermée. Quiconque ne reconnaît pas le piège pourrait continuer à marcher indéfiniment, revenant sans cesse au même endroit tout en croyant avancer. Grâce à sa capacité à percevoir l'énergie magique, Arya découvre plusieurs points de mana concentrés dispersés dans la prairie, empêchant le groupe de se perdre complètement. Rin compare la structure à un jeu et suggère que la destruction de ces points pourrait affaiblir l'espace artificiel et révéler un chemin vers l'étage inférieur. Ce n'est qu'une théorie, mais elle reste leur direction d'investigation la plus raisonnable. Vil dit à Rin de garder Mo-chan prête. Au premier signe de danger, elle doit emmener Gomamizo à l'intérieur immédiatement. Malheureusement, le danger arrive avant qu'il puisse se préparer davantage. L'espace autour d'un des points de mana se referme soudainement sur lui-même, et deux créatures mécaniques humanoïdes rouges et blancs apparaissent comme si le système défensif du donjon venait de s'activer. Vil crie immédiatement un avertissement. Rin invoque Mo-chan, attrape Gomamizo et se précipite à l'intérieur avant que la première attaque ne les atteigne. L'unité rouge tire un rayon d'énergie qui provoque une gigantesque explosion à côté du véhicule. L'onde de choc laisse Rin blême de peur, mais heureusement, elle et Gomamizo restent en sécurité à l'intérieur de Mo-chan. À l'extérieur, Vil réduit la distance avec une cible tandis qu'Ed et Arya déploient leurs armes. Après avoir observé les créatures, Senon remarque que leurs articulations semblent plus fragiles que le reste de leur corps. Il répartit les cibles entre les membres de la troupe. Vil s'occupera de l'unité blanche, tandis qu'Arya immobilisera la rouge avec ses fils pour qu'Ed puisse l'achever avec de la magie de foudre. Senon active ses sorts de soutien et déclare calmement que quiconque ose interrompre le repas du banquet glouton doit faire face à une punition. Vil balance une épée à deux mains d'un seul bras et frappe le point faible de la créature mécanique. Arya enveloppe complètement l'autre cible dans un cocon de fil. L'appareil étant incapable de bouger, Ed fait passer de l'électricité à travers son corps. Leurs attaques de soutien, d'immobilisation et d'achèvement s'enchaînent sans interruption. Les deux unités défensives sont détruites en quelques instants. Senon continue de sourire calmement au milieu de l'électricité bleue, ce qui amène Rin à se demander si ce clair habituellement doux peut parfois paraître encore plus effrayant que leurs ennemis. Une fois la zone sécurisée, Vil et Senon vérifie immédiatement que Rin va bien. Elle confirme qu'elle n'est pas blessée et qu'elle a seulement eu peur de l'attaque soudaine. Senon lui tend la main et l'aide à sortir de Mo-chan. Arya se précipite vers elle et l'enlace avec une telle force qu'elles tombent toutes les deux au sol. Elle la tient si fort qu'elle doit rappeler à sa femme de la relâcher. Vil s'excuse sérieusement de ne pas avoir examiné suffisamment la zone et d'avoir mis Rin en danger. Rin ne lui en veut pas. Au contraire, elle remercie la troupe de protéger constamment quelqu'un ayant si peu d'expérience pratique au combat. Pour alléger l'atmosphère pesante,
Rin prend la viande de bœuf sauvage dans la cuisine et prépare des steaks T-bone accompagnés de plusieurs tranches de bœuf fraîchement grillées. La surface est magnifiquement saisie et parfumée, tandis que l'intérieur reste tendre et juteux. Vil avait supposé que griller le filet le rendrait sec, mais même lui doit admettre que la technique de Rin dépasse ses attentes. Ed, Arya et Senon oublient rapidement la tension du combat. Gomamizo reçoit sa petite assiette et devient tellement concentré après avoir goûté le gras savoureux qu'elle en oublie presque de cligner des yeux. Arya avait auparavant insisté pour que tout le monde reste silencieux en dégustant un délicieux repas, mais elle se retrouve avec de la sauce sur la joue. Ed l'essuie doucement, ce qui la fait rougir. Ce petit moment suffit à montrer à Rin que le repas a redonné à chacun son rythme familier. Arya explique que les gens ne devraient pas parler en mangeant quelque chose de délicieux car ils ont besoin de se concentrer pleinement sur la saveur. Il y a aussi le danger pratique que si quelqu'un se laisse distraire, la personne assise à côté d'elle pourrait lui voler sa nourriture. Malgré avoir elle-même établi cette règle, Arya est la première à la briser. Elle enlace Rin et lui dit qu'elle l'aime, elle est tout ce qu'elle cuisine. Rin répond qu'elle est la plus chanceuse d'entre eux. Elle a été invoquée dans un autre monde et abandonnée dans une forêt comme un objet indésirable, mais elle a maintenant des compagnons qui se soucient véritablement d'elle, Mo-chan comme foyer, et Gomamizo constamment à ses côtés. Vil, Ed et Senon sourient tous à ces mots. Personne ne considère plus Rin comme un simple moyen de transport. Elle est devenue la personne qui veille à ce que tout le monde puisse manger, se reposer et continuer d'avancer après chaque rencontre dangereuse. Après s'être reposée, Vil détruit la sphère de mana protégée par les créatures mécaniques. Des zones déformées apparaissent immédiatement dans le ciel et l'herbe, prouvant que les points de mana concentrés alimentent l'illusion. Vil explique qu'il ne reste plus qu'un seul point final sur tout l'étage. Arya détermine sa direction et estime qu'il leur faudra environ 1 heure pour l'atteindre, en supposant qu'il ne continue pas à être redirigé. L'étage contient également des pièges sophistiqués de téléportation forcés capables de déplacer les victimes vers un autre endroit si subtilement qu'elles pourraient ne pas s'en rendre compte immédiatement. Ed fait remarquer qu'aucun des monstres rencontrés jusqu'à présent n'a été particulièrement puissant, mais Vil ordonne tout de même à chacun de continuer à chercher des ennemis et à surveiller l'énergie magique en se déplaçant. La force des monstres ne représente qu'une partie du danger. L'espace déformé et les mécanismes cachés rendent le donjon bien plus difficile à évaluer. Rin ressent brièvement de la culpabilité d'être constamment protégé par les combattants expérimentés qui l'entourent. Plutôt que de se forcer à participer au combat, elle se rappelle cependant que sa responsabilité est de collecter des ingrédients, d'entretenir leur base mobile et de transformer le butin de la troupe en nourriture permettant à chacun de continuer. 2 guerriers gobelins et un mage gobelin apparaissent devant le dernier point de mana. Rin prend Gomamizo et se réfugie dans Mo-chan. Les 2 guerriers lèvent leurs boucliers pour protéger le mage derrière eux. Vil brise la formation avec de puissantes attaques frontales, tandis qu'Ed utilise la magie pour mettre l'un des défenseurs hors de position. Arya lance ses fils et immobilise le mage gobelin avant qu'il ne puisse compléter son sort, tandis que Senon maintient sa magie de soutien. En quelques instants, tout le groupe défensif est vaincu sans que personne ne soit blessé. Vil s'approche de la dernière sphère et la détruit avec son épée. Toute la prairie et le ciel bleu se dissolvent immédiatement comme si un décor artificiel venait d'être retiré. La troupe et Mo-chan se retrouvent debout dans une caverne immense mais presque vide. Ce n'est qu'à ce moment qu'ils peuvent confirmer que la prairie était une illusion matérialisée masquant l'apparence réelle du 2e étage. La destruction des points de mana concentrés les a libérés de la boucle spatiale. À l'extrémité de la caverne, un escalier de pierre descend encore plus profondément dans l'obscurité. Ed demande si le donjon pourrait encore être qualifié de zone à faible danger puisqu'aucun de ces monstres n'a affiché une force correspondant à son apparence. Personne n'est encore prêt à l'admettre. Gomamizo est la première à remarquer un courant froid montant de l'escalier. Vil ordonne à tout le monde d'avancer lentement et de maintenir leur formation. Au moment où ils passent par l'escalier sombre, le groupe est entouré de neige blanche. Un immense champ gelé s'étend jusqu'à l'horizon. Les arbres sont dénudés, un vent glacial traverse continuellement le paysage, et les chutes de neige sont suffisamment épaisses pour réduire la visibilité. Après être passé d'une caverne de pierre à une prairie verdoyante puis à une nature sauvage gelée, Rin n'ose plus prédire la structure du donjon selon une logique ordinaire. L'épaisse fourrure de Gomamizo la garde au chaud, mais Arya est davantage affectée que quiconque. Après avoir marché seulement quelques pas, le visage d'Arya devient pâle. Son corps commence à trembler et elle s'effondre dans la neige. La troupe suspend immédiatement l'investigation et la transporte dans Mo-chan. Ed vérifie anxieusement l'état de sa femme tandis que Rin l'enveloppe calmement dans des couvertures et la déplace vers la section la plus chaude du véhicule. Rin tient les mains glacées d'Arya et masse chaque doigt pour rétablir la circulation. Arya dit que les mains de Rin sont si chaudes que le simple fait de les tenir lui procure un sentiment de sécurité. Dehors, la neige continue de recouvrir le paysage. Ed explique que sa femme a toujours souffert des mains et des pieds froids, mais qu'elle ne s'est jamais affaiblie aussi rapidement. Rin soupçonne que la physiologie des hommes araignées rend Arya particulièrement vulnérable aux basses températures. Les chutes de neige ne montrent aucun signe d'arrêt. Les couvertures et les massages seuls ne suffiront pas à maintenir Arya active longtemps. Rin demande à tout le monde de lui laisser un peu de temps. En pénétrant dans l'étage gelé, elle a réussi à récolter plusieurs plants d'armoise noire. Leurs feuilles sont recouvertes de fines fibres qui peuvent être transformées en laine de moxa. Dans le monde d'origine de Rin, elle était utilisée en moxibustion pour réchauffer le corps.
Ce nom connaît de nombreuses plantes médicinales utilisées par les elfes, mais même lui n'a jamais rencontré cette méthode particulière. Le processus de raffinage est bien plus difficile que l'explication de Rin ne le laisse entendre, et elle ne peut pas le compléter rapidement seule. Toute la troupe contribue donc. Ed utilise l'alchimie pour réduire les feuilles en morceaux plus petits, Viled a passé le matériau à travers les outils de filtrage, et Senon utilise la magie pour éliminer les résidus et impuretés pendant que Rin dirige chaque étape. Après de considérables efforts, le grand tas de feuilles ne produit qu'une quantité de laine de moxa de la taille d'un poing. Le rendement est extrêmement faible, mais c'est tout de même suffisant pour créer une pochette chauffante. Rin mélange l'armoise raffinée avec du gros sel et de l'écorce d'orange, scelle le tout dans un sac en tissu et le réchauffe dans le micro-ondes de Mo-chan. Elle ajoute ensuite une autre épaisse couche de tissu pour empêcher la chaleur de brûler Arya. La pochette est placée contre les zones qui ont le plus besoin de chaleur. Une chaleur douce et un parfum apaisant se répandent bientôt dans le véhicule. La tension quitte progressivement le visage d'Arya, qui confirme que la pochette est à la fois chaude et confortable. Au moment où Ed voit sa femme se remettre, il se précipite vers elle et la serre dans ses bras si fort qu'Arya doit lui demander de se calmer. Avant de continuer, Rin prépare du lait chaud au caramel pour toute la troupe. La chaleur de la boisson aide chacun à résister au froid de l'intérieur. Arya récupère suffisamment pour se lever et reprendre sa place dans la formation. L'obstacle qui a forcé la troupe à s'arrêter a été surmonté non pas grâce à l'art du combat ou à la magie destructrice, mais grâce aux connaissances de Rin combinées à l'alchimie d'Ed, la magie elfique de Senon et l'équipement de Mo-chan. Une fois de plus, la compétence autrefois considérée comme inutile permet à toute la troupe de poursuivre sa mission. Rin n'a pas besoin de porter une épée pour prouver sa valeur. Sa capacité à observer, collecter des ressources et transformer des connaissances ordinaires en solutions pratiques remplit un rôle que la force de combat ne peut jamais remplacer. Dehors, la neige s'est épaissie et le paysage est devenu presque entièrement blanc. Vil ordonne à tout le monde de rester groupé afin que personne ne soit séparé de la formation. Un gigantesque sanglier blanc charge soudainement à travers la neige. Malheureusement pour la créature, elle est vaincue si rapidement qu'elle a à peine le temps d'apparaître avant de laisser un paquet de butin sur le sol. La troupe s'arrête et regarde devant elle. À travers le blizzard, une immense structure de pierre devient progressivement visible. De hautes colonnes recouvertes de glace entourent un large escalier menant vers une entrée d'un noir absolu. Des parties du bâtiment se sont effondrées, mais son échelle donne encore à tous ceux qui se tiennent en dessous le sentiment d'être insignifiants. Vil ne peut que supposer qu'il ressemble à un temple. Personne ne sait ce qu'est vraiment cette structure, mais l'atmosphère oppressante qui l'entoure met profondément mal à l'aise à la fois Rin et Arya. Vil ne monte pas immédiatement les escaliers. Il examine chaque marche et inspecte l'entrée avant d'ordonner à tout le monde de rester en alerte. Senon et Ed se préparent à fournir du soutien, tandis qu'Arya surveille l'énergie magique autour de la structure. Rin tient Gomamizo au centre de la formation. Même la bête spirituelle habituellement pleine d'énergie devient complètement silencieuse et fixe l'obscurité au-delà de l'entrée. Ce qui avait commencé comme une investigation de monstres étrangement affaiblis a conduit le banquet glouton jusqu'à l'endroit le plus suspect du donjon. Avant que quiconque puisse franchir l'entrée, le mystère caché derrière les piliers gelés devient la prochaine menace qui les attend. Au moment où le banquet glouton pénètre dans la structure de pierre au milieu de la salle enneigée, il réalise qu'elle est complètement différente de toutes les zones explorées jusqu'ici. Les couloirs sont sombres et étrangement silencieux, et aucun monstre n'est apparu depuis leur entrée. Vil remarque aussitôt à quel point c'est étrange. Ed doute lui aussi qu'une structure aussi immense ait été bâtie sans but précis, tandis que Rin serre Gomamizo contre elle. Traverser un endroit aussi glacial et désert commence à lui taper sur les nerfs. Remarquant la tension de Rin, Arya l'enlace par derrière pour la calmer. Rin jette alors un œil vert et dévoile la jalousie inscrite sur tout le visage de son mari, en concluant aussitôt qu'il est peut-être encore plus effrayant que le couloir obscur. Gomamizo s'en mêle également et déclare que protéger sa maîtresse est de sa responsabilité, ce qui redirigeait immédiatement la peur de Rin vers un tout autre problème. Senon étudie les rangées de colonnes, chacune légèrement plus large en son milieu, et suggère que le bâtiment pourrait être un ancien temple de Héroto. En tant qu'elfe à la longue durée de vie, il connaît assez bien l'architecture et les légendes d'époques lointaines. Au bout du couloir se dresse une porte massive. Arya l'examine soigneusement avant de conclure qu'il ne semble pas y avoir de piège. Ce n'est qu'après avoir établi cela que le groupe rejoint Vil pour ouvrir la porte et entrer. Au-delà s'étend une immense salle inondée de lumière blanche. Au centre se dresse un arbre blanc dépourvu de feuilles au-dessus d'un bassin de marbre, tandis que des reliefs d'animaux couvrent les murs environnants. Il n'y a aucun chemin évident menant vers le bas. L'instinct de Rin lui dit immédiatement qu'ils ont pénétré dans une sorte de salle énigme. Senon découvre une écriture ancienne gravée dans le bassin, tandis que Gomamizo grimpe dans l'arbre et fait remarquer à Rin une entaille dans l'une de ses branches. Une entaille identique se trouve de l'autre côté. Senon traduit l'inscription et explique qu'elle est tirée d'une épopée ancienne sur deux amants qui se promettent de rester ensemble même dans leur prochaine vie. Un souvenir du lycée ressurgit soudain dans l'esprit de Rin, elle se rappelle le poème de Béjuilly sur le chagrin éternel, avec ses images d'oiseaux aux ailes jumelées dans les cieux et de branches entrelacées sur terre. En regardant de nouveau l'arbre blanc dont les deux troncs s'enroulent l'un autour de l'autre, Rin soupçonne aussitôt que le poème est en fait l'indice du mécanisme. Le groupe fouille de nouveau la salle. Rin trouve un relief représentant un oiseau à une seule aile,
tandis que Vil découvre son pendant de l'autre côté. Ce nom aide Rin à atteindre la position la plus haute, et puisqu'Arya a déjà confirmé l'absence de pièges évidents, Rin décide d'appuyer sur la gravure. Une pièce en forme d'oiseau se détache aussitôt. Vil place l'une des pièces oiseaux correspondantes dans l'entaille de l'autre côté, tandis que Rin insère l'autre. Au moment où les deux pièces s'emboîtent, l'arbre et le bassin de marbre se mettent à trembler. Le mécanisme s'active, et de l'eau commence à se déverser dans la salle depuis plusieurs directions. Malheureusement, ce qui émerge une fois l'énigme résolue est une anguille gigantesque glissant sur l'eau. Stratégie de survie l'identifie aussitôt comme une anguille des tempêtes et ajoute utilement que sa chair est exceptionnellement délicieuse. Même face à un monstre de donjon, la compétence de Rin semble incapable de cesser d'évaluer les ingrédients potentiels pour le dîner. Ce nom explique que les légendes prétendent que les anguilles des tempêtes peuvent influencer le ciel lui-même, invoquant vent et foudre. Même Vil est surpris qu'une telle créature existe réellement. Le vrai problème est que le monstre se cache constamment sous l'eau. Il se déplace bien trop vite pour que le groupe puisse localiser sa position. Rin suggère d'utiliser la magie de glace pour restreindre ses mouvements, se rappelant que dans son monde, les anguilles étaient parfois refroidies avant préparation pour les rendre moins actives. Mais il faut d'abord forcer la créature à faire surface à un endroit prévisible. Au moment exact, stratégie de survie révèle un autre détail utile, l'anguille des tempêtes possède un odorat exceptionnellement sensible. Rin trouve aussitôt un appât. Elle confie Gomamizo à Arya et court jusqu'à Motchan pour récupérer un pot de calamar salé qu'elle gardait pour elle-même. Dès que le calamar est jeté dans l'eau, l'anguille des tempêtes se précipite vers l'odeur. Elle attend exactement ce moment pour lancer sa magie de glace. La zone autour du monstre gèle entièrement, forçant enfin l'anguille glissante à sortir à découvert et donnant à Vil l'occasion de foncer avec sa grande épée. L'anguille des tempêtes refuse encore de céder facilement et parvient à s'agripper fermement à Vil. Rin panique et tente de se précipiter pour l'aider, forçant Arya à la retenir. Ce nom lui rappelle aussi que quelqu'un sans entraînement au combat qui se jetterait au milieu de l'affrontement ne ferait que rendre les choses plus dangereuses. Le groupe fait confiance à Vil pour s'en sortir seul, et effectivement, il s'échappe sans blessure juste avant que l'anguille des tempêtes ne soit enfin vaincue. Ce n'est qu'en voyant Vil sain et sauf que Rin respire enfin de nouveau. Tous deux se mettent aussitôt à se réprimander mutuellement pour s'être fait autant de soucis l'un pour l'autre. Leur récompense est une portion parfaitement préparée de chair d'anguille des tempêtes. Dès que Rin la voit, son enthousiasme revient entièrement. Ils n'ont même pas fini d'explorer le donjon que son plan de repas a déjà plusieurs longueurs d'avance. Le groupe finit par découvrir un chemin menant plus bas. En contrebas s'étend un immense espace ressemblant à une arène. Étrangement, Vil ne détecte aucune créature vivante à l'intérieur. L'investigation d'Arya ne donne elle non plus aucune réaction, et même la stratégie de survie de Rin ne lance aucun avertissement. Alors que tout le monde examine encore les lieux, Gomamizo quitte soudain le côté de Rin et se dirige lentement vers le centre. Une sphère rouge apparaît sur un piédestal de pierre. Au moment où Gomamizo la voit, quelque chose d'oublié semble revenir dans sa mémoire. Le groupe reconnaît rapidement l'objet comme étant le noyau du donjon, la fondation qui soutient l'ensemble du donjon. Si le noyau disparaît, le donjon lui-même ne peut plus continuer d'exister. Gomamizo change alors d'histoire avec une rapidité stupéfiante et annonce avec désinvolture que cet endroit était à l'origine son foyer et que son ancien devoir était de protéger le noyau. Une énergie magique violette explose autour de la petite créature. La minuscule boule de fourrure que Rin avait ramassée parce qu'elle mourait de faim se transforme en un immense oingrinx adulte. Ce n'est qu'à cet instant que tous les indices épars se relient enfin en un rebondissement que personne n'avait vu venir, Gomamizo est le boss du donjon. Vil dégaine aussitôt son épée par prudence. Rin refuse de croire qu'ils vont peut-être vraiment devoir se battre, tandis que Gomamizo lui-même semble complètement perplexe quant à la raison pour laquelle tout le monde pointe soudain des armes vers lui. Gomamizo annonce calmement que ses anciennes responsabilités appartiennent au passé et qu'il n'a aucune intention de continuer à protéger le noyau. Avant que quiconque ne puisse même comprendre ce qui se passe, le boss du donjon démissionne effectivement de son poste et brise lui-même la sphère rouge. Personne ne le lui a ordonné, et ni Rin ni Vil n'ont conçu de plan pour exploiter leurs compagnons. Gomamizo choisit indépendamment d'abandonner son ancien devoir et de détruire le noyau de ses propres pas. La sphère se fissure tandis qu'une énergie magique rouge explose vers l'extérieur. Gomamizo rétrécit pour reprendre sa forme familière et déclare qu'il veut continuer à voyager avec Rin. Après avoir passé toute l'expédition à résoudre des pièges et combattre des monstres, le banquet glouton conquiert le donjon parce que son boss final se souvient soudain de son ancien travail et décide de démissionner. À l'instant où le noyau se brise, toute la salle se met à trembler et des rochers commencent à tomber d'en haut. Comme Gomamizo l'avait expliqué, le donjon perd la fondation qui le maintient et commence à s'effondrer. Vil ordonne aussitôt à tout le monde de bouger. Rin attrape Gomamizo et court après les autres, tandis que l'ancien boss qui vient tout juste de détruire personnellement son propre lieu de travail trouve encore le temps d'exiger que sa maîtresse bien-aimée le porte pendant l'évacuation. Le groupe s'échappe sain et sauf et retourne à Elraj. Gomamizo est emmené à la guilde des aventuriers pour être enregistré. Au moment où Sheila s'apprête à tamponner les papiers, Gomamizo panique en confondant le seau avec une injection. Sheila doit lui expliquer qu'aucune aiguille n'est impliquée.
Elle est également surprise de découvrir que Rin peut comprendre le langage de la bête esprit et fait remarquer que Rin pourrait avoir le talent pour devenir une excellente dresseuse de bêtes. Rin n'a aucune intention de changer de métier simplement parce qu'elle a récupéré une compagne inhabituelle. Elle veut toujours rester la transporteuse du banquet glouton, gérer la logistique et cuisiner pour tout le monde. La cuisine reste la place où elle se sent chez elle. Dans le bureau du maître de guilde, Tori écoute le rapport comme si les cheveux qui lui restent sur la tête risquaient de ne pas survivre à l'expérience. Rin s'est d'une manière ou d'une autre lié d'amitié avec le boss du donjon, le boss a ensuite détruit son propre noyau, et il a ensuite demandé à continuer de voyager avec elle. Rien de tout cela n'a de précédent. Rin elle-même se demande pourquoi Gomamizo s'est autant attaché à elle après seulement quelques repas. Gomamizo répond que Rin sent bon et dégage une sensation apaisante. Le problème, c'est que Tori n'entend que des miaulements. Vil aussi n'entend que des miaulements. Rin seul comprend que Gomamizo parle réellement. Vil se souvient qu'à l'intérieur de la salle du noyau, tout le monde parvenait d'une manière ou d'une autre à comprendre Gomamizo. Il théorise que la présence du noyau du donjon pourrait en être responsable, tout en précisant clairement que ce n'est qu'une théorie. Rin continue pendant ce temps de traduire les compliments répétés de Gomamizo sur son odeur agréable. Apparemment, Gomamizo avait à l'origine l'interdiction de quitter la zone contenant le noyau, mais il voulait quand même explorer le monde et s'est éloigné. Il a fini par devenir si affamé et faible que Rin l'a trouvé à peine fonctionnel et l'a nourri. Heureusement, Stratégie de survie n'a pas décidé de classer Gomamizo comme ingrédient potentiel à ce moment-là. Vil explique leur lien en termes de résonance spirituelle ou de longueur d'onde magique compatible. Rin l'interprète bien plus simplement, ils s'entendent naturellement bien. Gomamizo, de son côté, a déjà décidé qu'ils sont des âmes sœurs. Tori ramène rapidement la conversation vers le problème plus large. Le donjon anormal et l'expérience de Rin, invoqué puis abandonné, dépassent largement ce qu'un maître de guide local peut gérer seul. Vil décide donc qu'il devrait retourner à la capitale royale et demander conseil à un frère aîné en qui il a confiance. Ce n'est qu'à cet instant que Rin découvre que Vil a même un frère, plus précisément, un demi-frère. Vil explique que son frère l'a toujours traité avec gentillesse pendant leur enfance, et qu'il n'y a jamais eu d'hostilité personnelle entre eux. En fait, son frère était initialement destiné à devenir l'héritier de la famille. Le problème vient de leur naissance respective. Vil est le fils de l'épouse légitime, tandis que son frère aîné est né de la maîtresse de leur père. À cause de cela, certaines personnes autour de la famille voulaient que Vil le remplace comme successeur. Vil n'a jamais eu le moindre intérêt pour la lutte de succession. Épuisé d'avoir été entraîné dans un conflit qu'il n'a jamais voulu, il a fini par quitter le foyer et choisir la vie d'aventurier à la place. Au moment où le sujet du retour à la maison est évoqué, l'expression de Vil s'assombrit visiblement. Il admet que sans la situation actuelle, il ne serait peut-être jamais retourné là-bas de son plein gré pour le reste de sa vie. Tori ne le pousse pas à se rendre à la capitale. Rin, de son côté, se contente de soutenir l'idée de chercher quelqu'un capable de les aider à comprendre ce qui se passe. Leur voyage vers la capitale royale servira donc deux objectifs, poursuivre l'enquête et forcer Vil à affronter une part de son passé qu'il avait délibérément laissé derrière lui. Ce voyage s'annonce émotionnellement compliqué. Avant de partir, Vil veut qu'Ed, Arya et Senon connaissent la situation complète de Rin. Elle accepte et explique comment elle a été entraînée dans un rituel d'invocation de sainte, jugée inutile, puis abandonnée directement dans la nature sauvage. Aucun membre du groupe ne prend ses distances avec elle après cela. Elle dit simplement qu'au moins, la nation qu'il a invoquée ne l'a pas gardée pour l'exploiter jusqu'à épuisement complet. Senon fait remarquer que puisque ces gens l'ont injustement rejetée comme sans valeur, le banquet glouton a eu la chance de la récupérer à la place. Il admet aussi que du point de vue de Rin, avoir été arraché à son foyer d'origine reste une véritable tragédie. Arya reste tranquillement à ses côtés et lui offre du réconfort. Le groupe compare ensuite l'histoire de Rin avec les légendes entourant la sainte. Les archives affirment qu'une sainte invoquée détruira les monstres et apportera la paix au pays. En ne considérant que la récente série de catastrophes, il serait facile d'imaginer qu'une nation, désespérée après l'apparition de monstres partout, a ravivé un ancien rituel d'invocation en quête de salut. Rin, cependant, réalise soudain que tout le monde a supposé l'ordre chronologique dans le mauvais sens. L'invocation de la sainte a eu lieu en premier. La série d'anomalies autour d'Elraj n'a commencé qu'après. Vil vérifie la chronologie et confirme que Rin a raison. Cela ne prouve pas que les deux événements ont un lien de causalité, mais cela élimine la théorie selon laquelle le chaos serait apparu en premier et l'invocation aurait été effectuée ensuite comme réponse désespérée. La situation commence à ressembler bien davantage à un complot délibérément dissimulé qu'à un simple groupe de gens effrayés suppliant qu'on vienne les sauver. Juste au moment où l'atmosphère de la pièce devient tendue, Gomamizo relève soudain la tête et annonce qu'il a faim. Rin lui dit de sentir l'ambiance de la pièce. Gomamizo l'interprète littéralement et répond que l'air, ça se respire, tout simplement. Une seule phrase suffit à faire voler en éclats toute l'ambiance d'enquête. Même Senon doit admettre que le mystère mérite d'être résolu, mais son estomac commence lui aussi à protester, alors peut-être que Rin devrait d'abord préparer quelque chose de nouveau. Rin invoque Motchan et invite Tori et Sheila à partager un repas de remerciement.
Après avoir vu de ses propres yeux un véhicule capable de se déplacer à grande vitesse tout en offrant un espace de vie entièrement équipé à l'intérieur, Tori comprend enfin pourquoi Rin ne peut pas révéler cette capacité à la légère. Rin retourne aussitôt sur le terrain où elle se sent le plus à l'aise et commence à griller de parfumées côtes de chêne sur des braises. La vedette du repas reste toutefois la chair d'anguille des tempêtes qu'ils viennent d'obtenir. Rin la prépare façon kabayaki, l'enduisant d'une sauce sucrée salée avant de la déposer sur du riz blanc fumant. L'anguille brille si magnifiquement sous le glaçage que tout le monde comprend immédiatement pourquoi Stratégie de survie avait tenu à souligner à quel point elle était délicieuse. Tori et Sheila mangent avec une satisfaction totale. Gomamizo est déjà en train de terminer sa propre portion quand Rin lui demande s'il en veut davantage. Pour une créature qui a autrefois abandonné son poste de boss du donjon pour explorer le monde et a failli mourir de faim, il n'existe qu'une seule réponse possible. Tori apprécie tellement le repas qu'il commence à parler d'alcool. Sheila tente d'abord de l'arrêter parce que le maître de guilde a encore du travail, mais finit elle-même par se laisser emporter par l'atmosphère du repas. En fin d'après-midi, tout le monde discute des spécialités de la capitale royale et des ingrédients de montagne de Surblanc. Il ne faut que quelques descriptions pour que les yeux de Rin se mettent à briller à l'idée de tous nouveaux ingrédients. Malgré tout, la fête ne peut effacer les deux choses qui continuent de tracasser Rin, le mystère entourant l'invocation de la sainte, et le fait que Vil est sur le point de retrouver sa famille après une si longue absence. Gomamizo est le premier à remarquer son silence. Vil dit à Rin de ne pas trop y penser. Ed et Arya lui rappellent qu'aujourd'hui est censé être une fête. Ce nom lève sa coupe et pointe vers l'accomplissement qui se trouve juste devant eux, c'est le premier donjon que Rin a véritablement conquis avec ses compagnons. Plus important encore, elle a prouvé sans l'ombre d'un doute que ses capacités sont réellement utiles. En repensant au temple ancien, à l'énigme des oiseaux aux ailes jumelées, au combat contre l'anguille des tempêtes, et au moment où Gomamizo a fait son propre choix devant le noyau rouge du donjon, Rin commence enfin à se détendre. Elle avait autrefois été abandonnée dans la forêt comme si elle était totalement superflue. Pourtant, sa première véritable expédition en donjon s'achève avec chaque membre du groupe rentré sain et sauf, une nouvelle bête-esprit refusant de la quitter, et des compagnons prêts à continuer d'avancer à ses côtés. Tôt le matin, avant de quitter Elroge, Ren entraîne Vil et Gamizo au marché pour faire des provisions en vue du voyage vers la capitale royale. Ils sont censés acheter des produits de première nécessité, mais dès que Ren atteint les étals de poisson, son cerveau de cuisinière prend le dessus. Celui-là serait incroyable poêlé. Celui-ci serait parfait grillé avec une sauce. Les ingrédients reposent encore sur la glace, mais dans la tête de Ren, il fume déjà sur la table du dîner. Perché sur son épaule, Gamizo contemple toute la rangée de poissons et demande s'ils peuvent tous les manger. Ren est sur le point de faire la morale aux petits sur la gourmandise quand elle se surprend elle-même à longer plusieurs autres étals. Tel maître, telle bête spirituelle. L'un voit de la nourriture et demande immédiatement à manger. L'autre voit des ingrédients et commence immédiatement à planifier des recettes. Vil, de son côté, ne leur dit pas une seule fois de se dépêcher. Étant donné qu'il est sur le point de retourner dans l'endroit qu'il ne souhaite manifestement pas visiter, il semble bien avoir l'intention de profiter de chaque dernière minute qu'il peut tirer d'Elra. Sa bouche dit qu'ils doivent partir. Ses pieds trouvent sans cesse des raisons de flâner dans le marché. Ren dit gaiement à Vil que s'il apprenait quelques recettes simples, même regarder des ingrédients deviendrait plus intéressant, et qu'elle serait heureuse de lui enseigner depuis le début. Vil réagit à l'idée de tenir un couteau de cuisine avec plus de prudence qu'il n'en montre habituellement face aux monstres. Il décide immédiatement que tout le monde devrait s'en tenir à son domaine d'expertise. Ren s'occupe de la nourriture tandis qu'il combat et protège le groupe. C'est une logique parfaitement raisonnable. Cela dit, à voir à quel point cet homme esquive les corvées de cuisine, s'il se marie un jour, il va probablement se porter volontaire pour la vaisselle pour le reste de sa vie. Après avoir marché un peu plus loin, Ren lui demande finalement directement s'il déteste vraiment l'idée de retourner à la capitale royale. Vil ne le nie pas. L'endroit est lié à sa famille et à d'innombrables problèmes qu'il a délibérément laissés derrière lui. Prétendre qu'il est heureux d'y retourner serait un mensonge évident. Malheureusement, la convocation de la Sainte est devenue bien trop sérieuse pour être traitée comme une aventure ordinaire. Si quelqu'un dans la capitale peut les aider à l'enquêter correctement, alors Vil sait qu'il doit y retourner. Savoir qu'on doit y aller et vouloir vraiment y aller sont cependant deux choses très différentes. Ainsi, bien qu'il paraisse parfaitement détendu en apparence, ce matin, Vil déploie une énergie suspicieusement sincère à visiter absolument tout ce qui pourrait retarder le départ de quelques minutes supplémentaires. Il procrastine peut-être de manière professionnelle, mais au moins il ne fuit pas ses responsabilités. Pendant leur conversation, les deux tombent à nouveau sur Rent, le jeune garçon du trèfle à 4 feuilles chanceux. Dès qu'il aperçoit Ren, il accourt la saluer et lui rapporte que la boîte de pâtisserie qu'elle avait envoyée à l'église précédemment a été complètement anéantie par les enfants, jusqu'à la dernière miette. Dès que Gamizo entend le mot « pâtisserie », les petites oreilles de la créature se dressent immédiatement. Gamizo a beau avoir oublié qu'il était autrefois un boss de donjon, tout nouveau vocabulaire lié à la nourriture s'installe instantanément. Rent explique que l'église organisera bientôt une foire caritative. Les enfants fabriquent normalement une sorte de dango à base de farine de muxi cultivée dans le jardin et le vendent pour collecter des fonds. Les ingrédients sont bon marché et la recette est simple,
mais la version actuelle n'attire pas particulièrement les clients. De plus, en produire de grandes quantités est un vrai calvaire. Ren hésite encore, car le groupe est censé partir le lendemain, quand Vil lui dit que si quelqu'un est manifestement en difficulté devant eux, autant l'aider un peu. Des paroles très héroïques, placées juste après sa grande visite touristique du marché. Cependant, Ren commence à remarquer que Vil devient remarquablement charitable chaque fois qu'aider quelqu'un se trouve prolonger leur séjour à Elra un peu plus longtemps. Ren a néanmoins genuinement besoin d'aide, alors leur expédition de course se transforme en consultation culinaire mobile. Ren les emmène à l'église où la permission d'utiliser la cuisine a déjà été obtenue, permettant à Ren de commencer à expérimenter sans se soucier de causer des problèmes. De retour à l'église, Ren et Vil sont présentés à Rian, une femme bête-folle de type lion, avant que Ren ne commence à faire la démonstration de la recette actuelle. Le dango traditionnel au muxi est préparé en mélangeant la farine avec de l'eau, en pétrissant une pâte, en façonnant des boules, puis en enveloppant les boulettes cuites dans des feuilles d'aneth et en les servant avec du miel. C'est assez simple. Ren en prend une bouchée et comprend immédiatement le problème. La farine de muxi a une agréable saveur de noisette qui lui est propre, mais la texture est lourde et collante, devenant encore plus difficile à portionner en reposant. La friture améliore le goût, mais consomme trop d'huile, et demander à des enfants de passer des heures près d'une poêle chaude est évidemment une mauvaise idée. Cuire chaque fournée au four est plus sûr, mais nécessite une attention constante. Préparer quelques portions serait faisable. En préparer assez pour toute une foire serait un cauchemar. Alors, au lieu de simplement ajuster la saveur, Ren change entièrement d'approche. La nouvelle recette doit être peu coûteuse, suffisamment simple à produire en masse, facile à façonner en grande quantité, capable de cuire de nombreuses portions à la fois, propre à tenir sans coller aux mains, et stable même après avoir reposé un moment. Ces exigences lui rappellent une collation moelleuse de son ancien monde, menant à la création du pandik. Ren tamise la farine de muxi avec de la farine de blé, incorpore du fromage, puis ajoute progressivement du lait frais pour que la pâte ne grumelle pas. Ren est gardé juste à côté d'elle pour observer chaque étape. L'objectif n'est pas que Ren cuisine tout pour eux aujourd'hui. Quand elle partira, les enfants doivent être capables de le faire eux-mêmes. Une fois que la pâte atteint la bonne souplesse, elle est divisée en petites portions et roulée en boule. Le processus est suffisamment simple pour que même les plus jeunes enfants puissent participer. Un plateau entier est enfourné et bientôt, la pâte pâle s'est transformée en pandik doré. L'extérieur est légèrement ferme tandis que le centre reste doux et moelleux, avec le goût de noisette du muxi se fondant dans le riche arôme du fromage. L'ancienne recette n'a pas simplement reçu une mise à niveau, elle a pratiquement subi une refonte complète. Ren en croque un et ses yeux s'illuminent immédiatement. Malheureusement, tout le monde ignore l'avertissement de Ren de les laisser refroidir d'abord, si bien que la cuisine se remplit rapidement de gens qui mangent en soufflant désespérément sur chaque bouchée. Mais avec cette odeur de fromage fondu dans l'air, la maîtrise de soi n'avait de toute façon aucune chance. Même en se plaignant que le pain est chaud, personne ne s'arrête de manger. L'arôme attire finalement le reste des enfants de l'église qui se pressent à l'entrée de la cuisine. Ren doit leur rappeler de ne pas se bousculer. Ren sort immédiatement un plateau et commence à distribuer les pandiks pendant que chaque enfant surveille sa portion comme si c'était un trésor. Un prêtre de l'église revient peu après et est visiblement surpris de trouver des membres du festin glouton occupant la cuisine. Une fois que Ren lui explique ce qui s'est passé et le laisse goûter le pandik, le prêtre est encore plus impressionné qu'une farine aussi familière puisse produire quelque chose d'entièrement nouveau. Ren explique ouvertement toute la recette sans cacher la moindre étape. C'est simplement ainsi qu'elle fonctionne. Si elle peut aider quelqu'un, elle le fait correctement, surtout quand le résultat final implique que davantage de personnes aient le ventre plein. L'Église, cependant, n'a pas l'intention d'accepter son aide en faisant comme si rien ne s'était passé. Le prêtre apporte une petite boîte contenant un bijou bleu béni par Lucia, la déesse de l'eau. Ren jette un coup d'œil et sent immédiatement que c'est beaucoup trop comme paiement pour avoir enseigné une recette de pâtisserie, et essaie donc de refuser. Le prêtre insiste sur le fait que ce n'est pas un artefact d'une valeur absurde et que la valeur sentimentale importe davantage. Vil, étant légèrement plus pragmatique, fait remarquer que Ren n'a presque aucun équipement de protection personnelle. Mochant est puissant, mais elle ne peut pas toujours l'atteindre à temps en cas d'urgence. Un objet protecteur porté directement sur son corps est manifestement utile. Et ainsi, Ren, qui était venu ici avec l'intention d'aider gratuitement, repart d'une manière ou d'une autre avec un équipement assez premium. Apparemment, le bon karma vient vraiment avec des récompenses. Ren accepte finalement le cadeau avec une sincère gratitude, bien qu'elle n'arrive toujours pas à croire qu'elle soit venue aider pour une foire caritative et repart en portant un objet béni par l'église. Pour les enfants qui mangent joyeusement du pandik, cependant, la chose la plus précieuse que Ren laisse derrière elle est probablement la recette elle-même. Désormais, ils peuvent préparer les pâtisseries eux-mêmes, les vendre lors de futures foires, et transformer des ingrédients qu'ils possèdent déjà en argent pour leur collecte de fonds, sans avoir besoin qu'une cuisinière d'un autre monde apparaisse par hasard pour sauver la cuisine. Ce n'est qu'après avoir quitté l'église que Ren et Vil réalisent qu'aucun d'eux n'a mangé depuis le matin. L'estomac de Gamizo semble avoir déposé des plaintes depuis un bon moment déjà. Vil les emmène dans un restaurant de poisson local bien connu, et dès que Ren s'assoit, la nourriture accapare toute son attention. Il y a du sashimi frais et brillant, du poisson parfaitement saisi avec une chair ferme mais tendre,
et du kiranaga qui s'avère bien plus gras et sucré qu'elle ne l'espérait. Plus elle mange, plus ses instincts de cuisinière commencent à analyser tout. Celui-ci serait fantastique grillé. Celui-là fonctionnerait bien avec une sauce riche et légèrement acidulée. La plupart des gens vont au restaurant pour manger. Ren, elle, va au restaurant et en repart avec la moitié d'un nouveau menu stocké dans sa tête. Gamizo adopte une approche bien plus simple. Dès que sa portion personnelle arrive, la nourriture disparaît à une vitesse impressionnante. Après avoir terminé, la petite créature s'allonge sur le ventre retourné sur la chaise, comme si elle venait d'accomplir la mission la plus importante de sa vie. Comme le poisson est si bon, Ren demande au propriétaire du restaurant s'il vend également du poisson frais à emporter. Naturellement, le propriétaire est ravi que les clients aient assez apprécié le repas pour faire des provisions. Avant longtemps, Vil marche derrière Ren en portant plusieurs boîtes de poissons avec Gamizo endormi dessus comme un article bonus gratuit. Ren se sent légèrement coupable d'avoir acheté autant. Vil ne se plaint pas. Tout ce poisson va finir par réapparaître sous forme de repas pour tout le groupe. De toute façon, investir dans le stock d'ingrédients de Ren a un retour sur investissement quasi garanti. Sur le chemin du retour, il tombe sur Ed et Arya, qui cherchent aussi un endroit pour prendre le petit déjeuner. Les deux avouent qu'avant de rencontrer Ren, s'asseoir par terre quelque part et manger ce qu'ils avaient été parfaitement normal. Mais depuis que Mochan les a introduits aux vraies chaises, une cuisine et un endroit confortable pour se reposer, retourner à manger comme des vagabonds en bord de route semble soudainement étrangement incomplet. Une fois qu'on améliore sa qualité de vie, il n'y a vraiment pas de retour en arrière possible. Ren rit et leur rappelle que Mochan est la base commune de tout le groupe, alors tout le monde devrait l'utiliser librement. Rester reposé et en bonne santé pour la prochaine mission importe bien plus que faire semblant d'être dur à cuire. Ren remarque ensuite une nouvelle épingle à cheveux en forme de fleur dans les cheveux d'Arya. Ses défenses sont baissées à peine une seconde avant qu'Ed ne serve à tout le groupe une bonne dose de douceur romantique. Il avoue qu'il a vu l'épingle au marché, a pensé qu'elle irait bien à sa chère épouse, et la lui a achetée. Arya insiste sur le fait qu'elle lui a déjà dit qu'il n'avait pas besoin de le faire, bien que la rougeur sur son visage rende sa position quelque peu moins convaincante. Le moment romantique a à peine le temps de refroidir qu'Ed aborde quelque chose de bien plus sérieux. Selon le marchand qui lui a vendu l'épingle, quand cet homme est passé dans la région il y a environ un mois, il n'y avait pas de monstres inhabituels du tout. Cette fois, cependant, des observations ont commencé à apparaître. Ce détail est d'une importance capitale car il renforce la chronologie que le groupe remet en question. Si un royaume avait d'abord subi une catastrophique invasion de monstres et avait ensuite désespérément déterré un ancien rituel de convocation de saints pour chercher le salut, le désordre aurait dû exister avant la convocation. Tout ce qu'ils ont appris jusqu'à présent pointe dans la direction opposée. Même ainsi, Vil refuse de laisser tout le monde passer du soupçon à la certitude. La chronologie prouve que leur ancienne explication présente de sérieux problèmes, mais elle ne prouve pas que la convocation de la sainte elle-même a causé les monstres anormaux. S'ils veulent savoir si les deux événements sont réellement liés, ils ont encore besoin de plus d'informations de la capitale royale. Sin arrive exactement au bon moment, portant un énorme tas de nourriture. Ed lui demande s'il a lui aussi commencé à sentir qu'il manque quelque chose quand il mange dehors. Bien sûr que oui. Une fois qu'on s'est habitué à Mochan, apparemment retourner au camping rustique donne l'impression de quitter un resort et de retourner volontairement dans une flaque de boue. Juste au moment où tout le monde commence à rassembler ses provisions, le maître de guilde Tori vient personnellement les chercher. Dès que Vil voit son expression, il sait déjà qu'une nouvelle mission arrive. Effectivement, Tori fait entrer le groupe et leur demande de s'occuper d'une requête supplémentaire sur le chemin de la capitale royale. Leur route passera assez près de Merloa, et il veut que le festin glouton s'arrête à la guilde des aventuriers là-bas pour livrer un ensemble de documents. Tori n'explique pas ce que les documents contiennent, et le groupe n'invente pas de théorie là où il n'y en a pas besoin. Leur travail est simplement de livrer le colis directement. Vil écoute la requête et commence à avoir l'impression d'avoir été rétrogradé de chef de groupe d'aventuriers à chauffeur-livreur premium. Tori, cependant, les a choisis pour des raisons parfaitement pratiques. Mochan voyage rapidement tandis que la logistique et la navigation de Ren sont bien plus fiables que les méthodes de messagerie ordinaires. Si une base mobile entière passe déjà près de Merloa, ne pas en profiter serait presque du gaspillage. Ren vérifie l'itinéraire et confirme que le détour ne les emmènera pas très loin de leur route. Elle prévient seulement qu'ils doivent encore gérer leur temps soigneusement pour ne pas arriver tard à la capitale royale. L'enquête sur la convocation de la sainte reste leur objectif principal. Vil hoche la tête sérieusement en apparence. Intérieurement, il n'est probablement pas mécontent que son retour chez lui vienne de gagner un arrêt supplémentaire en chemin. Pendant que leur chef négocie, tout le monde commence à parcourir la nourriture achetée. Ren sort quelques pendiques pour Ked, Arya et Sean les goûtent. Tous les trois sont surpris que les pâtisseries douces et parfumées soient faites de la même farine de muxi familière qu'ils connaissent déjà. Ren dit nonchalamment qu'elle leur enseignera la recette s'ils l'apprécient, puisque la méthode est suffisamment simple pour que les enfants de l'église s'en sortent seuls. Arya la serre immédiatement dans ses bras en guise de gratitude. Ed et Sean doivent admettre que depuis que Ren a rejoint le groupe, les standards alimentaires du festin glouton ont atteint un niveau qui pourrait bien être impossible à faire reculer. Vil finit enfin de négocier. Dès que Ren entend que Merloa est célèbre pour les plats à la vapeur et les sources chaudes, ses yeux s'illuminent. Dans sa tête,
elle est déjà en train de se prélasser dans un bain extérieur sous le ciel nocturne, pendant que tout le stress lié au mystère de la Sainte se dissout en vapeur imaginaire. Will rappelle à tout le monde que c'est toujours un voyage de travail avec une vraie mission. Puis il regarde et voit Ed, Arya et Sean déjà en train de discuter des spécialités locales à manger au prochain arrêt. À ce moment-là, il comprend que résister à la philosophie fondamentale du festin glouton est sans espoir. Officiellement, il voyage pour le travail. Officieusement, l'itinéraire culinaire a déjà commencé à s'organiser tout seul.